Donc merci de nous offrir votre présence qui nous honore et nous réjouit. Dans votre note d'intention au Conseil supérieur de la magistrature pour votre candidature au poste que vous occupez aujourd'hui, vous estimez, Monsieur Soulard, que le Premier président doit lui-même s'exprimer pour expliquer le travail du juge et les questions relatives à l'indépendance des magistrats. Et aujourd'hui, vous voilà face à un public d'étudiants. Juristes, vous parlerez à des futurs juristes. Anciens professeurs associés, vous parlerez à des étudiants intéressés. Mais pour parler de justice, il nous faut sans doute parler de droit. Alors, Robert Badinter estimait que le droit n'est rien s'il n'en a pas la garantie. Donc, quelle garantie si ce n'est celle du juge? Garantie au service de l'état de droit, de la société ou de l'individu, ce sera à vous de nous éclairer avec votre expérience et vos réponses. Mais avant d'ennuyer cette assemblée qui n'est fort heureusement pas ici pour m'écouter, l'association Polygone est très heureuse et très fière de vous accueillir et d'organiser cette conférence. Nous présentons donc évidemment nos remerciements au service de l'université, de la sécurité et de la vie associative qui nous permet de faire ce genre d'événement depuis un peu plus de 12 ans. Et plus directement, nous voulions remercier la faculté de droit pour son aide bien spécifique et inestimable sur cette conférence, sans qui elle aurait été difficilement possible. Monsieur le doyen Gou nous fera également l'honneur d'ici quelques secondes de prononcer quelques mots. Ainsi, profitant des derniers mots que je vous présente, je terminerai par ceux d'un autre. Victor Hugo écrivit « Soyons les serviteurs du droit et les esclaves du devoir ». Cet après-midi, Monsieur le Premier Président, le serviteur du droit, c'est vous, et notre devoir sera de vous écouter. Monsieur le Premier Président, chers et chères étudiantes de l'association Polygone, chers et chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, mesdames, messieurs, Monsieur le Premier Président, permettez-moi à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à la faculté de droit de l'Université Jean Moulin Lyon 3. J'étais dans votre maison vendredi dernier, donc à la Cour de cassation, intervenant dans un colloque qui était co-organisé par l'équipe de recherche Louis Josserand de la faculté de droit et la Cour de cassation dans le cadre des journées dédiées au droit du dommage corporel et qui avait pour finalité de faire échanger magistrats et universitaires sur la jurisprudence récente de la Cour de cassation. Je suis donc très heureux de vous accueillir quelques jours plus tard dans notre maison, la faculté de droit de l'Université Jean Moulin Lyon 3. Ces échanges entre la plus haute juridiction de France et l'université sont des signes qui ne trompent pas et qui témoignent d'une chose. La Cour de cassation s'ouvre sur la cité. Elle dialogue avec la doctrine universitaire, d'une part. Elle promeut les échanges et des rencontres avec l'extérieur et en particulier le public étudiant, d'autre part. Or, tout cela n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'une volonté politique que vous incarnez et dont nous nous félicitons et dont nous vous remercions par la même occasion. Votre présence aujourd'hui est d'autant plus importante que je vous sais particulièrement attaché à la volonté de promouvoir le recrutement, des recrutements au sein de l'École nationale de la magistrature et que vous souhaiteriez qu'il y ait davantage de candidats à une période où il y a beaucoup de postes offerts au concours. Et je ne peux que vous rejoindre et inciter nos étudiants à se porter candidats pour exercer le métier de magistrat. Alors il est vrai, le métier de magistrat ne fait plus toujours rêver, sans doute moins qu'auparavant, pour des raisons qu'on connaît bien. Alors pourtant qu'il ouvre des carrières exceptionnelles qui ne se cantonneront pas dans la juridiction d'ailleurs. Et je suis certain que votre présence aujourd'hui participera à une plus grande attractivité de la profession de magistrat. Se trouvant d'ailleurs dans cet amphi des étudiants qui sont, comme on le disait tout à l'heure, dans la classe de prépa talent de l'ENM, qui sont inscrits dans notre faculté de droit. Nous vous accueillons aujourd'hui, Monsieur le Premier Président, dans une faculté qui fête en 2025 ses 150 ans. 2025 est donc une année qui compte particulièrement pour nous.
Nous pouvons aujourd'hui nous enorgueillir d'avoir 150 ans d'histoire, 150 ans d'excellence, 150 ans d'engagement. Nous pouvons aussi nous enorgueillir d'avoir formé des dizaines de milliers d'étudiants, pour ne pas dire plus, qui exercent en France et à l'étranger. Plusieurs, d'ailleurs, sont devenus ministres de la Justice et certains d'entre eux viendront à la fin de cette semaine à l'occasion de la cérémonie de remise des diplômes pour nos étudiants majeurs de promotion. Nous pouvons aussi nous enorgueillir d'avoir une empreinte doctrinale sans commune mesure en France et à l'étranger. Nous pouvons aussi être fiers d'avoir été classés la 3e meilleure faculté de droit de France et d'avoir chaque année pour nos masters plus de 39 000 candidatures sur le portail Mon Master pour un peu moins de 1100 places. Mais cet anniversaire qui permet de bien faire le bilan de notre activité passée est aussi l'occasion de nous projeter sur l'avenir. Pour cette raison, Monsieur le Premier Président, votre présence compte aujourd'hui tout particulièrement. L'année dernière, alors que nous nous étions rencontrés, je vous avais indiqué que je faisais un rêve, vous faire venir à la faculté de droit à l'occasion de ces 150 ans. Alors certes, votre visite a été organisée par des étudiants, par les étudiants d'une association de la faculté de droit qui est particulièrement dynamique et qui impressionne toujours depuis de nombreuses années. Et il est important de s'en féliciter, de les féliciter. C'est d'ailleurs un autre point fort de la faculté de droit, un véritable marqueur, l'activité déployée par nos étudiants, par les associations étudiantes. J'en suis très heureux et même très fier. Car nos étudiants d'aujourd'hui, ils feront non seulement la magistrature de demain, mais aussi la faculté de demain, c'est-à-dire sa réputation, son dynamisme et d'une manière plus générale son rayonnement. Je remercie donc sincèrement l'association Polygone d'avoir mis en place cette manifestation. Et surtout, je vous remercie, Monsieur le Premier Président, je vous remercie de l'honneur que vous faites à nos étudiants, de l'honneur que vous faites à la faculté de droit, d'être présent parmi nous. En effet, votre présence aujourd'hui est un véritable cadeau, un beau cadeau d'anniversaire. Est-ce que ça fonctionne? Oui, c'est bon. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Monsieur le Premier Président.
Comme vous avez déjà pu l'entendre maintes fois, c'est un honneur pour nous aujourd'hui de vous accueillir pour cette deuxième conférence de la session 2024-2025 de notre association Polygone. Donc, cette conférence, elle portera sur un échange à propos de la place du pouvoir judiciaire au sein de l'échiquier démocratique. Elle portera également sur votre parcours en tant que magistrat. Et c'est ce fil conducteur qui va en premier lieu mener le cours de nos questions, puis ensuite déboucher sur un échange que vous aurez avec le public auquel vous pourrez répondre à leurs questions tout simplement. Donc, diplômé de la faculté d'Aix-en-Provence, d'Aix-Marseille, vous intégrez la magistrature en 1981. Ensuite, vous exercez d'abord en tant que juge d'instruction, puis vous rejoignez le parquet en tant que substitut du procureur. Par la suite, vous occupez plusieurs postes au sein de différentes juridictions, notamment à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et au tribunal judiciaire de Marseille. Je me suis trompée quelque part, peut-être. C'est pas vraiment ça ? Notre erreur. D'accord. Votre carrière vous amène ensuite à vous spécialiser dans le domaine du droit pénal et de la justice des mineurs, avant de rejoindre la Cour de cassation en tant que conseiller en 2008. Votre expertise et votre engagement vous conduisent à être nommé premier président de la chambre criminelle et de cette même juridiction en 2017, où vous avez joué un rôle majeur dans l'évolution de la jurisprudence pénale. En septembre 2022, vous êtes nommé premier président de la Cour de cassation et nommé à la présidence du Conseil supérieur de la magistrature. Depuis votre prise de fonction, vous avez porté une attention toute particulière à la modernisation de la justice, à la simplification des procédures judiciaires et à l'accessibilité du droit pour tous. Enfin, dans le cadre des réformes judiciaires, vous avez contribué à des travaux majeurs sur l'indépendance de la justice et la transformation numérique du système judiciaire, tout en veillant bien sûr à préserver les principes fondamentaux de l'état de droit. Donc, pour débuter cette conférence, nous allons nous concentrer sur le rapport du Conseil supérieur de la magistrature publié en 2023. Vous mentionnez alors la conception française de l'état de droit. Qu'entendez-vous par cette formule et diffère-t-elle de la conception classique ? C'est une conception qui diffère d'une conception ancienne, en tout cas, pas forcément de celle que retiennent les autres démocraties actuelles, notamment les démocraties européennes. Mais ce qui a quand même de fondamentalement différent, c'est qu'il y a eu toute une époque où on considérait que l'état de droit, c'était juste le respect de la hiérarchie des normes. C'est la conception de Kelsen, en quelque sorte. On dit, au fond, il y a une hiérarchie, il faut la faire respecter, mais peu importe, au fond, le contenu des règles, c'est pas ça qui définit l'état de droit. On sait que depuis la Seconde Guerre mondiale, on a considéré qu'on ne pouvait pas se contenter de cette vision formaliste des choses et qu'il fallait nécessairement établir, consacrer un certain nombre de droits fondamentaux. Donc on passe d'une conception formaliste à une conception substantialiste, en quelque sorte, substantielle. Et ces droits fondamentaux, ce sont des droits qui, en réalité, ont été peu à peu élaborés par le juge. D'abord, le juge de la Cour européenne des droits de l'homme, enfin la Cour européenne des droits de l'homme, qui a été instituée très peu de temps après la guerre. Ensuite, la Cour de justice de l'Union européenne, qui elle-même a dégagé un certain nombre de droits fondamentaux. Et puis le Conseil constitutionnel en France, qui, au fond, à partir de textes du préambule de la Constitution de 1946, à partir de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à partir des lois fondamentales de la République, a établi aussi un certain nombre de droits fondamentaux. Et c'est le respect de ces droits fondamentaux qui, aujourd'hui, est partie intégrante d'une démocratie moderne. Alors, se pose la question de la légitimité du juge pour le faire. Parce que pourquoi est-ce que c'est un juge qui devrait établir ces droits fondamentaux ? Et là, actuellement, il y a quand même une critique assez forte qui est faite et qui se répand contre les juges en général, à la fois le juge judiciaire, mais aussi le juge administratif, le Conseil d'État, donc le juge administratif, et le Conseil constitutionnel, mais aussi, bien sûr, les cours européennes, en disant, au fond, ces juges ont, en quelque sorte, découvert des droits fondamentaux, ils les ont quasiment créés. Et en réalité, ils empêchent d'une certaine manière le législateur de légiférer comme il l'entend, parce qu'il lui impose le respect des droits fondamentaux, puisque par définition, ces droits sont des droits qui ont une valeur supérieure à celle des lois, et donc leur respect conduit éventuellement le juge à écarter une loi parce que contraire à ses principes.
Et d'une certaine manière, cette accusation n'est pas totalement fausse, en ce sens qu'il est évident qu'au moment où on a rédigé la Convention européenne des droits de l'homme, on n'imaginait pas qu'un jour la Cour européenne des droits de l'homme allait s'intéresser à la gestation pour autrui ou au changement de sexe. Bon, ce n'était pas du tout dans le viseur de ceux qui ont rédigé cette convention. De même qu'il est évident que lorsqu'on a créé le traité de Rome, les traités de Rome, d'abord le traité CK bien sûr, mais même pour le traité CEE et le traité Euratom en 1957, on n'a pas imaginé que la Cour de justice à laquelle on confiait une mission en réalité économique allait elle-même dégager des droits fondamentaux qu'il faudrait respecter. Et la Constitution, c'est un petit peu pareil. Quand on a instauré, en 1958, quand on a fait référence au préambule de la Constitution de 1946 et qu'on a fait référence à la Déclaration des droits de l'homme, personne n'imaginait qu'on allait leur donner la valeur de règles juridiques s'imposant. Donc, de ce point de vue-là, les accusations reposent sur une prémisse qui n'est pas fausse. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, d'une certaine manière, le politique, puisqu'ici on oppose le juge et le politique a accepté finalement cette évolution. Pourquoi on peut dire ça? Parce que quand la France, par exemple, a accepté, ratifié le droit de recours individuel devant la Cour européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire seulement en 1981, c'est quand même finalement très récent. Adhésion en 1974, recours individuel en 1981. Or, en 1981, on savait déjà que la Cour européenne des droits de l'homme avait une jurisprudence qui allait assez au fond des choses, hein, et donc qui n'était pas uniquement sur le procès équitable, l'article 6.1, mais qui avait dégagé de tas d'autres grands principes. Donc c'est en connaissance de cause que le pouvoir politique a accepté en 1981 cette adhésion au protocole prévoyant le droit de recours individuel. Or, cette adhésion, elle n'a pu se faire évidemment qu'avec l'accord du Parlement. Je dirais que c'est la même chose en ce qui concerne le droit de l'Union européenne. Vous savez, ou vous ne savez pas, mais qu'au départ, c'est la Cour de justice elle-même qui a dégagé ce qu'elle a appelé des droits fondamentaux, en réponse d'ailleurs à une jurisprudence de la Cour constitutionnelle allemande, l'arrêt Solange de 1974, qui disait que la Cour constitutionnelle allemande se considérait qu'il lui appartenait, c'était dans sa mission de faire respecter des droits fondamentaux, notamment ceux prévus par la Grundgesetz, et que si il apparaissait qu'un texte communautaire ne respectait pas ces droits fondamentaux, elle-même les ferait respecter. Elle disait Solange, c'est d'où le nom de l'arrêt, tant que la Cour de justice ne le ferait pas elle-même. Et c'est ce qui a conduit la Cour de justice petit à petit à dégager ses droits fondamentaux. Elle l'a fait avec un certain nombre d'arrêts, je ne vais évidemment pas vous les énumérer, c'est une longue jurisprudence. Là aussi, on peut dire que c'est l'œuvre du juge, mais on peut dire que là aussi, c'est quelque chose qui a été accepté, puisque les États membres, à l'unanimité, et ils étaient devenus assez nombreux, ont donné la même valeur qu'au traité à une charte des droits fondamentaux en 2000, qui reprend l'essentiel des droits fondamentaux dégagés par la Cour de justice, et d'ailleurs s'inspirant fortement de ceux qui figurent dans la Convention européenne des droits de l'homme. Quant au Conseil constitutionnel, certes, ce n'était pas non plus prévu qu'il donne cette valeur notamment à certaines lois fondamentales de la République, bien sûr, ni qu'il aille tirer dans la Constitution de 1789 des règles, mais là aussi, on peut dire que ça a été accepté par le politique, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est seulement en 1974 qu'on a permis à l'opposition de saisir ce Conseil constitutionnel, 60 députés ou 60 sénateurs, donc l'opposition, ce qui allait forcément conduire le Conseil à exercer un contrôle plus important. Et c'est en 2008 qu'on a institué la question prioritaire de constitutionnalité, qui nécessairement devait conduire à donner un rôle encore plus important au Conseil constitutionnel, puisqu'aujourd'hui, 80% des décisions du Conseil viennent de questions prioritaires de constitutionnalité. On n'est plus dans une majorité de décisions sur le compte de contrôle a priori, on est maintenant dans une majorité de décisions de contrôle a posteriori, ce qui fait qu'une grande partie de la législation française, notamment en matière pénale, mais aussi bien sûr en matière civile, est réexaminée par le Conseil constitutionnel. Et donc, il a fallu changer la Constitution. Donc, il a fallu non seulement l'accord
du pouvoir politique, mais un accord large, puisqu'on ne change pas la Constitution comme ça. Il faut une majorité des 3/5 au Congrès et un vote dans les mêmes termes par les deux assemblées. Donc ça ne se change pas comme ça, la Constitution. Donc on peut dire que tout ça a été accepté d'une certaine manière par le pouvoir politique. Et donc c'est en cela qu'aujourd'hui, on peut considérer que ce respect des droits fondamentaux est une partie intégrante de la démocratie, mais c'est, encore une fois, ça nous oppose à la conception qu'on pouvait en avoir au XIXe siècle, ou même au XIXe siècle en gros, mais ça ne nous oppose pas aux autres pays européens qui ont tous ce type de contrôle, sauf même si on peut s'inquiéter que dans certains pays, on remette en cause justement cette notion d'état de droit. Alors l'état de droit, c'est pour ça que souvent on préfère aussi l'expression rule of law, qui est peut-être plus parlante, parce que c'est celle qu'utilise notamment la Commission de Venise. La Commission de Venise, je ne sais pas si vous connaissez cette instance, c'est une instance qui dépend du Conseil de l'Europe et qui régulièrement fait un réexamen de la situation de cette règle de droit dans les différents pays et qui a développé notamment cette conception. Elle l'a un peu théorisée et je vous invite d'ailleurs à l'occasion à regarder un petit peu ses travaux. Merci beaucoup, monsieur, pour cette réponse. Donc, si la loi traduit la volonté souveraine des citoyens et si le juge en est le garant, sa place dans l'ordre démocratique soulève une interrogation essentielle. Donc, pensez-vous qu'il est possible que le pouvoir judiciaire entre en confrontation avec l'esprit de la démocratie française ? Alors, votre question m'amène à considérer qu'en effet, on ne pourrait pas se contenter de dire que tout ce développement de jurisprudence a été accepté par le politique. Je crois qu'à partir du moment où le juge a ce rôle de définir un certain nombre de principes généraux, à partir de textes qui laissent une très très grande liberté d'appréciation et d'interprétation, c'est une exigence qui s'impose à lui et de ce fait, il doit d'autant plus avoir un processus décisionnel qui garantissent que ces principes, il les dégage en gros en accord avec les grands mouvements de la société. C'est quelque chose qui est permis par ce qui caractérise le processus juridictionnel, c'est-à-dire d'abord le contradictoire. Le contradictoire, c'est le contradictoire entre les parties, bien sûr. Le juge commence par entendre tous les arguments. Et même cette notion de partie, on a tendance à l'étendre un peu pour donner plus de valeur au contradictoire. Par exemple, la Cour de cassation, à la suite de ce que fait notamment la Cour européenne des droits de l'homme, entend parfois ce qu'on appelle des amicus curiae, c'est-à-dire des personnes qui vont faire valoir un point de vue ils ne sont pas partis au litige, c'est un point de vue un peu général, ça peut être une association, ça peut être un expert, qui vont donner un certain nombre d'éléments de contexte qui vont permettre à la Cour de mieux réfléchir. Le contradictoire, on n'appelle pas ça le contradictoire, mais c'est aussi une manifestation du collectif, c'est aussi le délibéré, c'est-à-dire qu'une décision de justice les décisions importantes ne sont jamais prises par un seul juge. Quand c'est la Cour de cassation, la formation normale, ordinaire de jugement, c'est 10 magistrats, donc c'est-à-dire 10 conseillers à la Cour de cassation, c'est-à-dire parmi les plus expérimentés des juges, qui discutent entre eux, et ça peut être une discussion extrêmement longue, où on essaye de construire ensemble quelque chose. On n'est pas dans un combat, il n'y a pas des gagnants et des perdants. Il y a des gens qui ensemble réfléchissent, essayent et se compensent, c'est-à-dire que les préjugés que les uns peuvent avoir sont compensés par l'opposition que ces préjugés rencontrent chez les autres. Donc tout ça fait une sorte d'harmonie qui participe beaucoup à la valeur de la décision. Mais au-delà de cela, il y a aussi cette idée qu'on essaye de comprendre les mouvements de la société. Je vais vous donner un ou deux exemples. Il n'y a pas très longtemps, la Cour de cassation, alors je disais la formation de jugement ordinaire, c'est 10 membres, mais dans les affaires les plus importantes, c'est l'assemblée plénière de la Cour de cassation, c'est-à-dire 19 personnes
dont moi, est parmi les plus élevés dans la Cour de cassation, puisqu'il y a les 6 présidents des chambres de la Cour de cassation, il y a les doyens des chambres, c'est-à-dire ceux qui ont une expérience particulièrement importante au sein de la Cour de cassation, et il y a en plus un conseiller par chambre. Donc ça fait 19 personnes. Ces 19 personnes, donc, elles réfléchissent sur les affaires les plus importantes après ce débat contradictoire que j'ai évoqué. Et nous avons eu, il n'y a pas très longtemps, une affaire qui concernait la responsabilité des parents lorsque leur enfant mineur a commis un dommage. Le texte de loi rappelle que jusqu'à présent, une chambre de la Cour de cassation, c'est-à-dire la première chambre civile, la chambre compétente, l'avait interprété, disait si celui qui est responsable du dommage, c'est celui qui a la garde de l'enfant qui a causé le dommage. Et la Cour de cassation a forcément pris en compte le fait qu'aujourd'hui, énormément de couples sont séparés, ce qui n'était pas forcément... On sentait en lisant les travaux préparatoires de la loi que ce n'était pas ça qui avait été envisagé en réalité par le législateur. Le législateur, il avait pensé aux 2 parents qui vivent avec leur enfant, et voilà, il avait dit les 2 parents sont responsables. Mais il y a un fait de société qui est que, dans énormément de cas, l'enfant est élevé par un seul des 2 parents. Dans 80% des cas, c'est la mère. Et donc, il apparaissait que non seulement on faisait peser sur un seul des 2 parents la responsabilité, et dans l'affaire dont nous étions saisis, ce n'était pas rien, puisque c'était plusieurs millions d'euros s'agissant d'un incendie volontaire qui avait été causé par un mineur, donc plusieurs millions d'euros qui devaient être payés par la mère, avec des assurances qui limitent fortement la prise en charge. Donc c'était évidemment une catastrophe pour la mère. Donc non seulement c'est pris en charge par un seul des 2 parents, mais en plus c'est pris en charge dans 80% des cas par la mère, qui non seulement a la charge de l'enfant, mais en plus doit payer lorsqu'il cause un dommage. Donc il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc la Cour reste sur un raisonnement juridique. Donc elle a repris le texte, elle a repris toute l'étude des travaux parlementaires, et c'est en cela que la Cour respecte aussi, dans toute la mesure du possible, la volonté du législateur, et a considéré qu'elle pouvait changer sa jurisprudence, et donc elle a décidé que la responsabilité incombait aux 2 parents, dès lors en tout cas qu'ils avaient l'autorité parentale. Bon, il y a des cas exceptionnels où un parent est privé de l'autorité parentale, c'est à part, mais globalement, ce sont les 2 parents. Donc voilà un cas où vraiment on prend en compte les évolutions de la société. Deuxième exemple, avec là une interaction très intéressante avec la Cour européenne des droits de l'homme, la gestation pour autrui. La gestation pour autrui est interdite en France, vous le savez, elle est autorisée dans certains pays. Que se passe-t-il lorsqu'un enfant est né par suite d'une gestation pour autrui dans un pays où elle est autorisée et qu'il revient vivre en France avec ses parents, enfin avec parents d'intention, parents... Bon. Dans un premier temps, la Cour de cassation avait comme principe que l'ordre public français international s'opposait à ce que même on transcrive dans les registres de l'état civil français la filiation telle qu'elle était reconnue dans le pays étranger. Et puis, cette position a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Elle a été condamnée parce que la Cour européenne des droits de l'homme a dit, au nom de l'intérêt de l'enfant, vous devez trouver un moyen que cet enfant, une fois qu'il vit en France, voit son état civil transcrit, enfin, voit sa filiation transcrite. Donc, la Cour de cassation... Alors, en tout cas, pour le parent biologique, parce que dans la gestation pour autrui, il peut y avoir un des parents biologiques et l'autre qui est un parent d'intention. Bon, je ne vais pas entrer, il y a des tas de cas de figure différents, mais en tout cas, c'était une obligation. Après, c'est posé la question de la transcription pour les enfants, pour le parent non biologique, pour le parent d'intention. Donc la Cour de cassation, à ce moment-là, c'est une question qui n'avait pas été tranchée dans l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, donc elle s'est interrogée et elle a demandé son avis à la Cour européenne des droits de l'homme, parce que depuis quelques années, on peut demander son avis à la Cour européenne des droits de l'homme, c'est le protocole 16 à la Convention, et la France a d'ailleurs été la première, la Cour de cassation française a été la première à utiliser ce protocole en demandant son avis. Il est résulté de l'avis de la Cour de cassation, de la Cour européenne des droits de l'homme, qu'il fallait trouver une solution sans que la Cour européenne des droits de l'homme dise quelle devait être exactement cette solution. Mais elle a dit, vous devez tenir compte aussi de l'intérêt de l'enfant, ce qui concerne le parent d'intention. Et vous pouvez choisir entre soit l'adoption, soit la reconnaissance. Enfin bon.
Et donc la Cour de cassation elle-même a trouvé, enfin d'abord considéré que c'était par l'adoption, puis que c'était par l'encaissement. Là, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est au fond une jurisprudence qui se construit petit à petit en tenant compte des évolutions de la société, en tenant compte des exigences de la Cour européenne des droits de l'homme, en tenant compte de ce qui se fait dans les autres pays aussi, parce que la Cour de cassation est en permanence en lien avec les cours suprêmes des autres pays. C'est en permanence un dialogue. Et c'est en cela aussi, c'est aussi ça qui légitime les décisions de la Cour de cassation, c'est qu'elles ne sont pas juste le produit d'une réflexion interne, même si cette réflexion est déjà très riche quand elle fait intervenir 19 hauts magistrats et qu'elle est précédée de travaux préparatoires importants, mais qu'en plus, elle se fait en connexion avec les autres juridictions. Et c'est ce qui légitime les décisions de la Cour de cassation. Et ce dialogue, d'ailleurs, avec la Cour européenne des droits de l'homme n'est jamais un dialogue en termes d'impératif qu'impose la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme, au fond, elle dit, là, il y a quelque chose qui ne va pas, trouver une solution pour que ça aille mieux. Elle ne dit pas exactement ce qu'il faut faire. Et ça, c'est un mode de fonctionnement qui est très intéressant en termes de construction d'une jurisprudence. Et au fond, le grand débat qui était posé, et qui est un débat qui reste, et où chacun peut avoir l'avis qu'il veut, bien entendu, en ce qui concerne la GPA, c'est le débat entre... Parce que tout le monde, au fond, que les défenseurs ou les adversaires de la position de la Cour de cassation, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut tenir compte des intérêts de l'enfant, évidemment. Il y a ceux qui disent tenir compte des intérêts de l'enfant, c'est tenir compte de l'enfant qui est né. Et il est né, il n'a pas demandé à naître. Une fois qu'il est né, il faut reconnaître sa filiation. Et puis, il y a ceux qui disent oui, mais moi, ce que je défends, c'est les intérêts de l'enfant, des enfants à venir, ou plutôt qui ne devraient pas venir, justement. Et en ayant une position très stricte, je dissuade des enfants, je dissuade des parents, pardon, d'avoir d'avoir un enfant par la gestation pour autrui. Donc, c'est une question qui est en réalité très compliquée, parce que finalement, les prémices de départ, tout le monde les partage, mais on n'en tire pas tous les mêmes conséquences. Et voilà typiquement le genre de discussions que nous avons et qui sont en résonance avec les interrogations de la société. En cela, les débats devant une juridiction comme la Cour de cassation, ce sont des débats qui sont vraiment le reflet de ceux qui existent dans l'association et qui vont même dans la société et qui vont même alimenter ces débats. Parce qu'ensuite, le législateur lui-même, il se sert de ce qui est dit par la Cour de cassation pour amodier ou pas des lois. Donc, en cela, on peut dire que ce n'est pas le juge tout seul, c'est le juge en permanence en contact avec la société. Et finalement, quels seraient vos espoirs sur le long terme vis-à-vis de la protection de la démocratie par l'action du juge ? Moi, je pense qu'on n'a pas le choix. De toute façon, il faut être optimiste. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas lâcher. Il y a des tendances, effectivement, à dire, en France, dans d'autres pays, à dire tout ça, c'est un système qui n'est pas efficace, qui ne permet pas de gouverner efficacement. Mais ce que je veux dire, c'est que ce reproche qu'on fait aux juges, c'est un reproche qu'on commence à étendre même presque au débat parlementaire. C'est-à-dire que c'est l'idée même de solutions qu'on trouve par le débat, par la discussion. Et je pense que il y a une tendance, une tentation d'avoir peut-être parfois des gouvernements qui se passeront justement de cette discussion, qui penseront qu'on peut décider comme ça parce que c'est beaucoup plus efficace. Et ça, j'y crois pas du tout, même en termes d'efficacité. Je crois que les bonnes solutions, on les trouve par la discussion et qu'il faut garder vraiment cette idée toujours du débat. Et jamais, je pense, les juges ne devront lâcher là-dessus. Alors même s'il y a des attaques, alors savoir si on est optimiste ou pas, je pense qu'il faut en tout cas choisir de l'être et il faut continuer absolument à défendre cette valeur du débat qui fonde la justesse des décisions. Merci beaucoup. Ensuite, le juge joue aujourd'hui un rôle qui est fondamental pour la protection de la démocratie. Il ne se limite plus à une simple interprétation mécanique, application mécanique de la loi. Mais du coup, ça soulève une interrogation qui est essentielle. Dans quelles limites son pouvoir d'interprétation législative peut-elle aller sans outrepasser les prérogatives qui sont inhérentes à sa fonction ? Vous avez raison de dire le juge interprète la loi. En réalité, il ne peut pas en être différemment. C'est totalement illusoire de penser que le juge peut juste appliquer la loi.
Bon, il y a cette formule qui est rebattue du juge bouche de la loi, qui en réalité n'a jamais correspondu à la réalité, parce que la loi, elle envisage une généralité, et le juge, il doit l'appliquer à des cas particuliers, et il doit en plus tenir compte des évolutions. On sait bien qu'on ne va pas changer le texte à chaque fois qu'une évolution technique fait que le texte, on n'aurait pas de texte. Le juge s'adapte. Et ça, c'est pas d'hier. Vous êtes étudiant en droit, donc en droit civil, on étudie évidemment les grands arrêts sur la responsabilité extra-contractuelle, sur la responsabilité contractuelle, des règles comme en fait de meubles, possession, vos titres sont d'origine jurisprudentielle. Tout ça, on ne l'a jamais contesté. On a toujours dit c'est formidable, cette jurisprudence qui est capable de s'adapter, qui est capable d'adapter la responsabilité au développement de la circulation automobile. Voilà, tout ça, ça ne fait pas de doute, tout le monde est d'accord. Et en fait, là, le juge, il a bien interprété la loi. Il ne pouvait pas, parce que, évidemment, dans le code civil initial, on n'a pas parlé, on n'envisageait évidemment pas l'automobile. Bon. La responsabilité pour risque, tout ça, c'est des notions qui ont été inventées par le juge, avec l'aide évidemment des universitaires, et ça, c'est très fondamental. Mais ça a toujours été toujours ce qu'a fait le juge. Alors, le juge interprète la loi, je le disais tout à l'heure, à partir du moment où, en plus, ce sont des textes un petit peu plus généraux, parce que les articles de la Convention européenne des droits de l'homme, ce sont des textes qui sont plus généraux, qui laissent peut-être plus de latitude, pose une exigence pour le juge, qui est notamment de tenir compte, alors pas pour la Convention européenne des droits de l'homme, mais pour les lois, de ce qu'a voulu le législateur, surtout quand il s'agit d'une loi récente. Et c'est ce que fait la Cour de cassation. La Cour de cassation, quand elle essaye d'interpréter quand elle interprète une loi, parce qu'elle doit le faire, elle va toujours chercher dans les travaux parlementaires, essayer de comprendre pourquoi telle disposition a été mise ou pas. Je vous donne un exemple récent alors en matière commerciale, mais c'est assez parlant et assez presque amusant. Vous avez, l'affaire concernait une société par action simplifiée, et dans les statuts de société, il était prévu que l'augmentation de capital pourrait être décidée avec seulement un tiers des voix, donc contre la volonté de la majorité. Et la question qui se posait, c'était de savoir si ces statuts étaient légaux. Et le texte de la loi disait, le texte de la loi ne dit rien là-dessus. Il dit les statuts, les augmentations de capital doivent être le fruit d'une décision collective. Donc ça ne disait pas ce qu'était une décision collective. Et alors on est allé chercher dans la loi, et dans la loi c'était intéressant parce qu'on a constaté qu'il y avait eu un moment un amendement parlementaire qui disait que les augmentations de capital devraient se prendre nécessairement avec la majorité de plus de 50%. Et cet amendement a été retiré. Et ce n'est pas très facile de savoir ce qu'il faut en tirer, pour le coup. Parce que est-ce que ça veut dire qu'il a été retiré parce qu'on considérait qu'il était inutile? Et c'est ce que faisait apparaître une partie des débats parlementaires. Certains ont dit, c'est pas la peine de le mettre, c'est évident qu'il faut 50%. Ou est-ce que on l'a retiré pour rendre possible des statuts permettant l'augmentation de capital avec le tiers des voix? Et donc, on a passé beaucoup de temps sur les travaux parlementaires. Finalement, là, on n'a pas pu en tirer quoi que ce soit parce qu'il y avait des arguments dans les deux sens. Et donc, il a fallu trouver une autre méthode d'interprétation. Et cette autre méthode, on a dit, au fond, va partir de la notion de décision collective. Et on va revenir, en fait, au bon sens. Qu'est-ce qui est une décision collective? Est-ce qu'on peut dire qu'une association, des membres qui prennent une décision contraire à ce que pense la majorité est une décision collective? Et on a dit non. En fait, pour tout le monde, une décision collective, c'est une décision prise par la majorité de 50%. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'interprétation, la Cour de cassation essaye d'être au plus près de ce qu'a voulu le législateur. Parfois, ce n'est pas possible. Il faut trouver d'autres méthodes d'interprétation. Ce qui me conduit à dire, et ça aussi, c'est au fond un élément de légitimation de nos décisions, c'est que tout cela, maintenant, non seulement nous le faisons, mais nous le faisons apparaître. Autrefois, vous le savez, les arrêts de la Cour de cassation, ils se contentaient d'avoir ce qu'on appelle un chapeau, en disant l'article, n'importe quel article, 147 à l'époque du Code civil, dit que
voilà, il pose tel principe. Et après, on en déduisait que la Cour d'appel, qui avait dit quelque chose, avait bien ou mal appliqué cet article. En réalité, les magistrats de la Cour de cassation avaient réfléchi à l'interprétation qu'ils donnaient de cet article, mais ils ne l'expliquaient pas. Aujourd'hui, dans un arrêt comme celui dont je viens de vous parler, la Cour de cassation va expliquer. Elle va dire, ce cheminement que je viens de vous décrire, elle le met dans son arrêt. Ce qui permet à chacun de contrôler. Ce qui permet à la doctrine de commenter et de dire, ils prétendent que les travaux parlementaires ne permettent pas de trancher, moi je prétends que si, donc on peut revenir sur cet arrêt, on ouvre la discussion. Ce ne sont pas des arrêts qui ferment, ce sont des arrêts qui ouvrent la discussion. Pour moi, ils ne perdent pas pour autant leur autorité, parce qu'ils montrent que l'interprétation juridique, c'est toujours le fruit de cette discussion, et ils montrent que cette discussion, elle a été approfondie. Et donc l'autorité n'est pas compromise par cette façon de faire. Et donc ça peut nous conduire assez loin parce que dans une motivation, on va expliquer pourquoi finalement on a privilégié une méthode d'interprétation plutôt qu'une autre et pourquoi cette méthode d'interprétation a conduit à décider telle chose. Et donc on donne de la force, à mon avis, à l'arrêt. C'est aussi une façon de répondre à la critique d'un juge qui serait contre la démocratie. Le juge, il s'inscrit complètement dans ce débat démocratique parce que justement, il le fait de manière aujourd'hui assez transparente, en tout cas pour la Cour de cassation. Merci pour cette réponse. Donc, si l'interprétation de la loi par le juge doit respecter des limites précises afin de ne pas empiéter sur le rôle du législateur, il y a quand même une autre contrainte qui vient complexifier son office, c'est la pression de l'opinion publique. Donc, dans des affaires à scandale, la société émet forcément un avis au retentissement médiatique important. Donc, comment les acteurs de la justice font-ils pour faire face à cette opinion publique? Et est-ce qu'ils doivent suivre l'avis des citoyens et au risque de suivre une fausse majorité qui est finalement minoritaire? Ce n'est pas seulement le risque de suivre une fausse majorité, c'est le risque de suivre une majorité de personnes qui n'ont pas eu accès au dossier. C'est toute la différence entre des juges qui jugent et des citoyens qui expriment une opinion à partir d'une affaire. Ils ont le droit de le faire, bien sûr, mais il faut quand même avoir conscience que ce n'est pas du tout pareil d'avoir une opinion sur un dossier quand on a connaissance du dossier, quand on a entendu les avocats, quand on a entendu le procureur, quand on a vu les pièces, entendu les témoins, et d'avoir une opinion uniquement à travers des articles de presse. J'ai siégé plusieurs fois aux assises, il y a quelques années, et j'ai souvent été frappé. J'ai eu la chance, d'une certaine manière, de siéger en province. Et quand vous siégez aux assises en province, c'est pas pareil qu'à Paris, parce que quand il y a eu un crime important, la presse en a déjà parlé. Donc les jurés arrivent avec une connaissance qu'ils pensent avoir de l'affaire, parce que c'était un meurtre dans un petit village épouvantable. Donc évidemment, la presse en a parlé pendant des semaines. Donc ils arrivent en disant, celui-là, on ne va pas le rater. Celui-là, moi, mon opinion est déjà faite. D'abord, il est coupable. Deuxièmement, il encourt la peine maximale. Et après avoir participé à l'audience, avoir entendu les avocats, avoir entendu l'accusé, avoir entendu les témoins, avoir discuté, parce que le délibéré au cours d'assises, c'est un vrai délibéré entre des jurés, avoir discuté, très très souvent, ils disent à la fin, j'ai plus du tout la même opinion qu'au début. Maintenant que je connais l'affaire, je ne suis plus du tout. J'en profite d'ailleurs pour faire une observation, c'est que souvent, on accuse les juges d'être assez laxistes, mais j'ai remarqué que souvent, les juges dans un jury d'assises, ce n'est pas forcément les juges professionnels qui sont les moins sévères. Bon, mais ça, c'est autre chose. En tout cas, ça veut dire qu'il n'y a que quand on connaît vraiment l'affaire qu'on peut porter. Et même quand on connaît l'affaire, on n'est jamais sûr de l'appréciation qu'on porte. Et cette appréciation, ce qui fait sa valeur, c'est que c'est une appréciation collective. Ceux qui vont pouvoir être excessifs dans un sens ou dans l'autre vont être compensés par les autres. C'est ça qui fait la valeur de la décision. Et c'est pourquoi il ne faut jamais que les juges essayent de suivre ce qui se dit dans l'opinion. Les juges, ils doivent juger à partir des éléments du dossier qu'ils ont étudiés de façon approfondie. Mais vous avez raison, il y a toujours cette petite tentation que pourrait avoir un juge, non pas d'être convaincu par ce que dit l'opinion publique, mais de se dire comment va être ressentie ma décision, évidemment. Et le juge, il ne peut pas être indifférent à cela. Donc, forcément, il a aussi un peu ça en tête. Mais il doit se départir de ça. Et l'une façon aussi de justifier
la décision, aux yeux de l'opinion publique, c'est aussi de bien la motiver. On retrouve la question de la motivation, qui est une question essentielle, non seulement pour la Cour de cassation, mais aussi pour les juridictions du fond. Et comme vous le dites si bien, parfois composer face à la pression médiatique, mais dans un autre défi, vous devez parfois composer face à une pression qui est cette fois institutionnelle. Il ne s'agit plus de l'influence des citoyens, mais des influences qui sont celles des acteurs politiques. Alors comment la Cour de cassation conserve-t-elle l'impartialité de ses décisions face aux influences politiques? Je dois dire qu'il y en a très peu en réalité. La Cour de cassation n'est pas, on entend bien, oui, n'est pas vraiment confrontée à ce problème. Mais ça me donne l'occasion de parler d'une autre de mes fonctions. Parce que comme premier président de la Cour de cassation, je suis automatiquement président du Conseil supérieur de la magistrature. En un mot, le Conseil supérieur de la magistrature, c'est une instance qui a un rôle très important dans la démocratie. Elle est composée de 22 personnes. Je la préside et le procureur général de la Cour de cassation et président de la formation parquet. 22 personnes, parmi eux des magistrats et des non-magistrats. Les magistrats, il y a un représentant de la Cour de cassation en plus de moi-même, il y a des représentants des présidents de tribunaux, de premiers présidents de tribunaux, et puis des magistrats élus par leurs pairs. Et les non-magistrats, il y a à la fois des représentants institutionnels, en quelque sorte, il y a un représentant des avocats, il y a un représentant du Conseil d'État, et puis il y a 6 personnes qu'on appelle des personnes qualifiées, qui sont choisies comme les membres du Conseil constitutionnel, 2 par le président de la République, 2 par le président du Sénat, 2 par le président de la présidente de l'Assemblée nationale. Après passage devant les commissions parlementaires, donc il y a une certaine garantie quand même d'indépendance. Toutes ces personnes vont avoir un triple rôle. D'abord, sur les nominations, ce qui est le rôle le plus important en temps. C'est-à-dire qu'aucune nomination dans la magistrature, aucune mutation ne se fait sans que le Conseil donne un avis, y compris pour le juge des enfants de Saint-Brieuc qui veut devenir juge de l'application des peines à Rennes. Il n'y a pas d'enjeu, mais il peut y avoir un enjeu de compétence et d'indépendance. Donc, le Conseil donne un avis. Et quand c'est un juge du siège, cet avis s'impose. C'est-à-dire que si le Conseil donne un avis non conforme, la personne ne peut pas être nommée. Il faut proposer quelqu'un d'autre. Par ailleurs, quand c'est un magistrat, pour certains postes du siège, le Conseil non seulement donne un avis, mais propose lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de pouvoir d'initiative du ministère. Le Conseil, pour tous les postes de président de tribunal, tous les postes de premier président de cour d'appel, tous les postes à la Cour de cassation, du premier président à l'auditeur, tous ces postes-là, le candidat est choisi par le CSM. Dans cette première fonction, il y a un travail sur l'indépendance, parce qu'il arrive, par exemple, que le Conseil, et ça nous est arrivé plusieurs fois, donne un avis non conforme parce qu'il y avait un risque d'atteinte à l'impartialité. Le candidat choisi par la chancellerie ne nous paraissait pas remplir des conditions d'indépendance par rapport à des intérêts privés qu'il pouvait avoir. Donc il y a déjà dans cette première fonction, dans le premier aspect de ces fonctions, ce souci de l'indépendance. Il y a aussi une deuxième fonction qui est l'activité disciplinaire. C'est le Conseil, l'information siège ou l'information parquet, suivant qu'il s'agit du siège ou d'un magistrat du siège ou du parquet, bien sûr, va statuer sur les poursuites qui sont intentées contre un magistrat. Alors, quelquefois, ça n'a rien à voir avec l'indépendance. Ce magistrat qui ne travaille pas assez, magistrat qui a un comportement inadéquat, soit au sein de sa juridiction, soit à l'extérieur, il peut faire l'objet de sanctions. Mais là où il y a l'indépendance entre à nouveau en ligne de compte, c'est qu'il est arrivé que des poursuites soient engagées par le ministre parce qu'on reprochait certaines décisions à un magistrat. Et là, la distinction est difficile à faire parce qu'il faut sanctionner le magistrat qui commet une faute professionnelle, notamment parce qu'il ne rend pas des dossiers ou parce qu'il fait n'importe quoi, et le magistrat qui fait simplement usage de son indépendance dans la prise de décision.
Et le Conseil est très attentif après à ce que nous appelons, à sanctuariser, comme nous disons, l'acte juridictionnel. C'est-à-dire que le Conseil fait très attention à ce qu'on ne puisse pas mettre en cause un choix d'opportunité qui a été fait par un juge, quand bien même d'autres trouveraient que ce choix est mauvais. Parce que c'est ça aussi l'indépendance du juge. Et puis il y a une troisième fonction du Conseil, qui est la prise de parole publique. D'abord parce que la Constitution prévoit que le président de la République ou le ministre de la Justice peut demander un avis au Conseil. Par exemple, le dernier avis qui a été demandé par le garde des Sceaux portait sur la liberté d'expression du magistrat. Jusqu'où peut aller la liberté d'expression du magistrat? C'est une question très difficile, notamment aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Et le Conseil a rappelé à cette occasion un certain nombre de grands principes. Que le magistrat, le principe, c'est justement la liberté d'expression du magistrat. Et que c'est aussi une condition de l'indépendance de la magistrature, avec néanmoins bien sûr des limites. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'exprimer dans des termes outranciers, il ne faut pas apporter atteinte, tenir des propos qui dépassent ce que peut faire un magistrat. Bon, il y a des limites bien sûr, mais à cette occasion, il y a toute une réflexion du Conseil sur l'indépendance de la magistrature. Et puis, au-delà de ces demandes d'avis, parfois le Conseil, de lui-même, fait un communiqué de presse quand il estime qu'un homme politique, par exemple, a tenu des propos qui portent atteinte à l'indépendance de la magistrature. Et à ce moment-là, le Conseil réagit, en rappelant qu'on ne peut pas, on a le droit de critiquer une décision de justice, mais on ne peut pas mettre en cause l'indépendance de la magistrature. Donc, il y a cette fonction, mais là, c'est plus le Conseil que la Cour de cassation elle-même, qui n'est pas vraiment soumise à des pressions. D'ailleurs, elle serait totalement inefficace compte tenu de notre mode de fonctionnement. C'est-à-dire que comment faire pression sur des affaires importantes quand vous avez 19 membres d'horizons divers, qui ont des opinions diverses, qui vont discuter avec des travaux préparatoires, qui ont un raisonnement juridique. C'est en réalité, ce serait voué à l'échec pratiquement. Juste une dernière chose sur le CSM, parce que ça répond à une interrogation que peuvent avoir certains. Il est important de savoir que dans chacune de ces formations, c'est-à-dire la formation siège ou la formation parquet, les magistrats ne sont jamais majoritaires. Ils sont même minoritaires quand il s'agit des nominations et ils sont à égalité avec les non-magistrats quand il s'agit du disciplinaire. Donc ça, c'est très important parce qu'on dit parfois que la magistrature se protège, notamment dans son activité disciplinaire. Enfin, dans le CSM protège la magistrature, mais si protection il y a, c'est une protection qui est voulue par une majorité de non-magistrats. Et là aussi, je constate, moi, quand on a des affaires disciplinaires, que les non-magistrats ne sont pas les plus sévères à l'égard du comportement des magistrats. Souvent, les magistrats sont même très sévères à l'égard du comportement de leurs propres collègues. Merci beaucoup pour cette réponse. Donc, il paraît également judicieux de mentionner que si la Cour de cassation semble très imperméable à l'influence politique, on a une autre institution judiciaire qui suscite des interrogations quant à son rôle. Donc, la place de la Cour de justice de la République, elle semble de plus en plus contestée par sa qualité de juridiction d'exception. Et on se demande donc si sa suppression ou son adaptation ne garantirait-elle pas une meilleure égalité devant la justice? Ça, c'est une question qui préoccupe beaucoup de gens. La Cour de justice de la République, dont je le rappelle, juge les membres du gouvernement pour des actes commis à l'occasion de leurs fonctions. Bon, il ne faut pas que ce soit des actes si un ministre tue quelqu'un pour lui voler de l'argent, ce n'est pas commis à l'occasion des fonctions, donc ce n'est pas la Cour de justice de la République. Bon. La Cour de justice de la République, elle est composée en grande majorité de parlementaires, des sénateurs et des députés, avec juste 3 magistrats professionnels. Elle juge des affaires qui ont été renvoyées devant elle par une commission d'instruction. Cette commission d'instruction, elle est composée de 3 membres, membres du siège de la Cour de cassation. Et avant la commission d'instruction, il y a une espèce de filtre qui est fait par une commission des requêtes où siègent à la fois des membres de la Cour de cassation, mais aussi des membres de la Cour des comptes et des membres du Conseil d'État. Et donc, la commission des requêtes n'est pas composée uniquement de magistrats. Enfin, si, on peut considérer que les membres du Conseil d'État et de la Cour des comptes sont des magistrats, mais en tout cas pas uniquement de magistrats judiciaires. Alors, c'est un système qui est critiquable à un certain nombre d'égards. D'abord parce que
on constate souvent un décalage entre ce qu'a pensé la commission d'instruction, donc composée de 3 magistrats, qui, elle, s'est en général fondée uniquement sur du droit, et puis ce que va juger ensuite la Cour de justice, où ce sont des députés, des sénateurs qui sont en grande majorité, et qui vont avoir une perception nécessairement un peu différente, même si certains d'entre eux beaucoup d'entre eux sont des juristes, mais ce sont d'abord des politiques, et ils n'ont pas la même perception d'une faute commise dans l'exercice d'activité gouvernementale. Donc ça fait un décalage qui n'est pas satisfaisant, parce qu'on a l'impression, ça donne l'impression que la Cour de justice n'a pas statué en droit, puisque les 3 magistrats qui ont renvoyé l'affaire devant la Cour de justice, eux, ont statué en droit et l'ont renvoyé. Donc ils estimaient qu'il y avait quand même des présomptions de ce que la personne était coupable. Et puis, ça fait aussi un décalage entre... dans une même affaire, vous pouvez souvent avoir à la fois le ministre qui est poursuivi, donc qui relève de la Cour de justice, et puis ses collaborateurs, qui, eux, relèvent des juridictions ordinaires, juridictions pénales ordinaires. Et vous avez dans un certain nombre d'affaires le ministre qui est relaxé et les collaborateurs qui sont condamnés, parce que les collaborateurs, ils sont passés devant des juges professionnels. Et ce n'est pas non plus satisfaisant. Quoi qu'on pense, même si on pense que c'est les juges qui se sont trompés et pas la Cour de justice, de toute façon, il y a un décalage. D'autant plus que quelquefois, les collaborateurs, ce sont juste des complices. Ils ont fait ça pour le ministre. Et le ministre, il est relaxé, les collaborateurs sont condamnés. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Après, je ne sais pas quelle est la bonne solution. C'est ça le problème. On pourrait imaginer, parce qu'on ne peut pas non plus laisser n'importe qui poursuivre n'importe quel ministre parce qu'il n'est pas content d'une politique. Donc, il faut quand même des garde-fous. Il faudrait certainement, de toute façon, un système de filtre. Et puis peut-être réserver ça à une juridiction particulière, par exemple la Cour d'appel de Paris. Il ne faut pas forcément que ce soit n'importe quelle juridiction puisse juger ça, parce qu'il peut y avoir aussi des besoins d'une certaine compétence. Et c'est ce que disent les défendeurs de la Cour de justice. Pour juger un ministre, il faut aussi connaître le fonctionnement de l'administration, savoir dans quelles conditions il travaillait, quelle a été la difficulté des prises de décision. Donc tout ça, c'est des choses dont il faut tenir compte. Donc peut-être qu'il faudrait quand même une juridiction spécialisée, mais peut-être pas composée en très grande majorité de députés et de sénateurs. Mais de toute façon, on n'est pas aujourd'hui dans une situation qui favorise des changements constitutionnels, puisque c'est prévu par la Constitution. Eh bien, merci beaucoup. Maintenant, nous avons grandement évoqué la place de la justice au sein de la démocratie, mais penchons-nous davantage sur vous et sur votre place en tant que magistrat, puis en tant que premier président de la Cour de cassation. Aviez-vous des attentes particulières lors de votre première séance, puis en étant à la tête de la haute juridiction de l'ordre judiciaire? Ma première séance, c'est la... Vous voulez en dire tant que magistrat. En tant que magistrat, oui. Alors là, il faut que je rassemble mes souvenirs. Moi, j'ai commencé comme juge d'instance. Juge d'instance. Alors maintenant, c'est une fonction qui a été transformée et qui a beaucoup perdu, à mon avis, de son intérêt, justement. Mais juge d'instance, c'était un juge qui statuait à juge unique. Il statuait à la fois en matière civile. Il y avait tout un tas de contentieux qui lui revenaient automatiquement. D'abord, soit parce qu'ils étaient d'un litige, d'un montant de litige peu important, soit parce que c'était certaines catégories de litiges. Et puis, il a statué aussi en matière pénale. C'était le juge de police. Et aussi dans des matières qui sont du civil, mais qui sont un peu particulières, comme les tutelles, par exemple. Par ailleurs, je présidais, en tant que juge d'instance, le tribunal paritaire des baux ruraux. Alors, quand on est pur parisien comme je l'étais, c'est tout un monde qu'on découvre. Et c'est une juridiction qui est passionnante parce que c'est une juridiction où le juge est avec 2 assesseurs représentant l'un les fermiers et l'autre des bailleurs. Donc, il entre dans un monde et on lui explique voilà, c'est normal que la pompe à eau, là, elle n'ait pas duré plus que tant de temps. Et parce qu'il doit être dans des litiges comme ça, il apporte le droit. Et les assesseurs, ils concrétisent, ils disent voilà ce qu'il faudrait juger normalement bien. Bon, donc c'est vraiment j'aime beaucoup, je le dis de manière générale, je trouve que les formations, ce qu'on appelle l'échevinage, c'est-à-dire un juge professionnel et des juges non professionnels, c'est un très très bon système. Et je regrette beaucoup personnellement que ce ne soit pas le cas au Conseil des prud'hommes, en tout cas au début. Donc
tout ça est pour dire que je présidais aussi le Conseil des prud'hommes en cas de départage, puisque le Conseil des prud'hommes, quand les deux salariés et les deux employeurs ne s'entendent pas, ils sont en partage de voix, c'est le juge d'instance qui présidait. Et ça aussi, j'ai beaucoup aimé pour la même raison. Vous entrez dans le monde de l'entreprise et c'est toujours ça qui est passionnant dans le droit, mais vous le découvrirez quelles que soient vos fonctions, que vous soyez juge, que vous soyez avocat. Vous allez, à partir du droit, entrer dans la vie, dans des domaines que vous ne connaissiez pas, et ce sera de toute façon passionnant. Et puis, donc, j'ai beaucoup aimé cette première fonction. Pour répondre à votre question, je crois que ce qui m'a au début un peu dérouté, c'est la masse, le nombre de dossiers. C'est-à-dire qu'on on apprend à faire de beaux jugements à l'école de la magistrature, et puis tout à coup, on vous dit, bah voilà, là, il y a eu l'audience, maintenant, il y a 30 décisions à rédiger avant la prochaine audience. Voilà, donc la prochaine audience, c'est la semaine prochaine, donc vous avez 30 décisions à rédiger. Et on se dit qu'il faut, il faut être bien organisé. On se dit qu'il va falloir apprendre à rédiger vite, qu'heureusement, c'est pas à chaque fois quelque chose de totalement nouveau. Donc on retombe, c'est un côté répétitif, mais la répétition, ça permet aussi justement de travailler de façon rationnelle. Donc on essaie de réfléchir comment travailler de façon rationnelle. Est-ce qu'il n'y a pas des motivations types que je vais pouvoir utiliser? Et donc ça, à l'époque, on était on le faisait chacun un petit peu de son côté. Moi, j'étais dans un tribunal où on était 6 juges d'instance, on discutait beaucoup entre nous, même si on statuait à juge unique, mais on s'aidait beaucoup sur les motivations, on discutait, etc. Aujourd'hui, le juge, il est beaucoup plus aidé aussi par l'école de la magistrature qui fournit tout un tas d'informations, qui fournit des fiches techniques, et la Cour de cassation qui joue aussi ce rôle d'ailleurs d'aider les juges du fond. Mais c'est vraiment une fonction que j'ai beaucoup aimée. J'en profite, avant d'arriver à ma première impression comme président de la Cour de cassation, par dire ce que j'ai fait entre-temps, comme ça vous saurez tout. Et surtout, c'est pour vous permettre de voir à ceux d'entre vous, et j'espère qu'ils seront nombreux, qui deviendraient magistrats, que ça peut recouvrir des métiers assez variés. Parce qu'après, j'étais juge d'instance à Metz, par hasard. Je ne connaissais pas Metz, en fait. À l'époque où j'étais à l'école de la magistrature, normalement, c'est le rang de classement. C'est en fonction du rang de classement qu'on choisit son poste. Le premier choisit en premier, le deuxième en deuxième, etc. À l'époque où j'y étais, on avait décidé, ça a été la dernière année d'ailleurs où ça s'est fait, de renoncer au rang de classement et de nous entendre pour nous répartir les postes. Ça a été un peu la foire d'empoigne. Je n'avais pas de... Alors, on faisait ça en fonction des critères familiaux. Moi, je n'avais pas de critères familiaux. J'étais libre comme l'air. Donc, mais je voulais être juge d'instance. Donc, j'ai choisi la fonction plutôt que le lieu. Et si vous êtes magistrat, vous le verrez, vous avez toujours à combiner ça, choisir, soit vous sacrifiez un peu le lieu, soit vous sacrifiez un peu la fonction, en fonction de vos propres intérêts, de vos propres contraintes. Donc j'ai choisi la fonction, j'ai cru sacrifier le lieu, pas du tout en réalité, puisque j'ai adoré Metz, et donc je suis resté ensuite longtemps à Metz, et tout ça pour dire que dans la vie, il y a des choses qui se présentent, on croit que c'est un inconvénient, ça se transforme en avantage, et l'avantage a été notamment que Metz, c'est pas très loin de Luxembourg, et Luxembourg, c'est le lieu de la Cour de justice de l'Union européenne. Et j'ai appris un jour qu'on cherchait un collaborateur au cabinet du président de la Cour de justice. Je l'ai appris par hasard, j'ai postulé. J'ai eu de la chance parce que j'étais le seul candidat inconnu et que les autres candidats connus n'étaient pas appréciés. Donc j'ai bénéficié de cette présomption. Et donc j'ai été pris, j'y suis resté quelques années. Ça a été absolument passionnant. J'ai découvert en réalité, parce que j'en avais un peu fait, mais enfin c'était quand même très très vague dans mon esprit, le droit communautaire. J'ai trouvé que c'était un droit passionnant parce que c'est un droit jurisprudentiel et c'est un droit qui m'a marqué. Il m'a marqué parce que, notamment dans la manière de rédiger, parce que c'est exactement le contraire du juge bouge de la loi. Les arrêts de la Cour de justice, c'est des arrêts qui s'inscrivent à chaque fois dans une histoire jurisprudentielle. Un arrêt de la Cour de justice, je pense que vous avez eu l'occasion d'en lire, il parle des précédents. Ils disent voilà comment la Cour de justice a jugé jusqu'à présent. Pourquoi il faut continuer dans le même sens ou pourquoi il faut changer? Ils répondent à l'avocat général. L'avocat général a dit ça, nous on est d'accord, on n'est pas d'accord. Ils inscrivent leurs réflexions dans une vraie discussion. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué après, et je pense que c'est aussi pour ça, vous avez dit qu'à la tête de la chambre criminelle, j'avais en effet été beaucoup à l'origine, avec Elisabeth Pichon, qui est en face de moi, qui était à l'époque ma chargée de mission à la chambre criminelle. Ça a vraiment été un travail d'équipe et qui aujourd'hui
la secrétaire générale de la Cour de cassation, poste éminemment stratégique et important, je dois le dire. Comme vous pouvez la voir, elle peut rougir, c'est pas grave, puisque vous êtes tous derrière elle. Donc, voilà, tout ça pour dire que c'est quelque chose qui m'a fortement influencé. J'en ai pris conscience après, mais quand j'ai été un des premiers à vouloir vraiment pousser d'abord vers le style direct à la Cour de cassation, c'est-à-dire l'abandon des attendus, l'abandon de la phrase unique, des courts paragraphes, des paragraphes numérotés, tout ça, c'est la Cour de justice qui rédige comme ça. La référence au précédent, on a commencé par faire la référence au précédent de la Cour des juridictions européennes, maintenant on fait référence aussi à nos propres précédents, tout ça, c'est aussi la Cour de justice. Bon. Quand j'étais à la Cour de justice, à un moment, on m'a dit, voilà, on aimerait, c'est-à-dire un institut qui était un institut européen basé à Maastricht, aux Pays-Bas, mais pas en Hollande, c'est pas la partie hollandaise des Pays-Bas, donc au sud des Pays-Bas. On voudrait créer à Luxembourg un centre de formation pour les magistrats et de manière générale les juristes, notamment des pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne. Enfin, ce qui devait devenir l'Union européenne. Et voilà, il faut créer cet institut. Donc, on aimerait que tu le diriges. Donc, ça a été, voilà, j'ai dit d'accord. Je dois dire que je suis arrivé au début, on m'a dit voilà, c'est là qu'est l'institut. J'étais tout seul. Il y avait une secrétaire, et donc il a fallu recruter des gens. Et il a fallu essayer d'imaginer des formations. Il a fallu négocier des contrats. Et je peux vous dire que négocier des contrats, à l'époque, c'est ce qu'on appelait le programme phare, avec un PH, avec les contraintes que pose la Commission européenne, c'est pas de la tarte. Donc j'ai eu tout ce travail aussi de direction, d'animation, presque de chef d'entreprise, avec des questions budgétaires, parce qu'il fallait que notre budget soit équilibré. On recevait des subventions des pays membres de l'Union européenne, mais ça couvrait seulement 60%. Donc il fallait trouver les 40% restants, donc passer des contrats. Et c'est un travail que j'ai trouvé absolument passionnant. Je l'ai fait pendant 6 ans. Et qui était une autre façon d'aborder aussi le droit de l'Union européenne, avec une vision moins juridique, mais aussi avec la mise en place de formations professionnelles à l'égard de gens qui avaient déjà une activité, notamment des fonctionnaires communautaires. Et c'est pas du tout la même chose que d'enseigner à des étudiants. Donc ça m'a beaucoup intéressé. Et quand j'étais là-bas, un jour, le fameux Conseil supérieur de la magistrature, son secrétaire m'a appelé en me disant « Il y a des postes de conseiller référendaire qui se libèrent à la Cour de cassation. Est-ce que vous êtes intéressé ?» Et là aussi, je le dis, ce n'est pas spécialement pour parler de moi, mais parce que c'est des choses que vous rencontrerez dans votre vie professionnelle tous. Il y a un moment, se pose une opportunité, comme s'était posé l'opportunité d'aller diriger ce centre et de le créer en réalité, se pose l'opportunité tout à coup de dire « J'abandonne ce que je fais depuis 6 ans et je retourne dans une juridiction. » C'est pas évident. Et je me suis dit, tout à coup, j'ai pas hésité en fait. J'ai dit oui, c'est le bon moment. Je l'ai fait 6 ans, c'est parfait. Si je retourne pas maintenant, ça veut dire que je m'oriente vers autre chose. Et en réalité, mon métier de magistrat, je l'aimais. Donc je voulais rester magistrat. Et c'était l'opportunité pour aller à la Cour de cassation. Donc j'y suis allé, le conseiller référendaire. Le conseiller référendaire, c'est des gens qui, à la Cour de cassation, font le même travail qu'un conseiller qu'on appelle lourd, même si ce n'est pas très flatteur, mais il n'a pas le même statut. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est en milieu de carrière, qui doit rester au maximum 10 ans, ce qui est déjà pas mal, et qui n'a pas voix délibérative dans les affaires, sauf quand il est le rapporteur. Donc, mais à part ça, il fait le même travail. Et j'ai fait ça pendant 10 ans, ça m'a passionné. Ensuite, au bout de 10 ans, il fallait retourner en juridiction du fond, parce que c'est le statut qui le prévoit. Donc je suis retourné à Metz comme premier vice-président. Je suis retourné avec un très grand plaisir comme juge du fond, parce qu'après, ça faisait 19 ans finalement que j'avais quitté les juridictions du fond. Ça faisait 10 ans que j'étais à la Cour de cassation. Retourner dans une juridiction du fond avec l'expérience de la Cour de cassation, c'est passionnant. Vous arrivez avec des habitudes de raisonnement, des habitudes d'écriture, vous apportez quelque chose et en même temps les autres vous apportent beaucoup et vous êtes content aussi de revoir des avocats, de revoir des justiciables. Donc c'est un travail différent mais qui est tout aussi passionnant. Et puis après, j'ai repostulé pour la Cour de cassation, j'ai été nommé conseiller, puis je suis devenu doyen.
à la chambre criminelle et président de la chambre criminelle, où là, pendant 5 ans, nous avons, comme je le disais, fait beaucoup de réformes. Et j'ai trouvé que c'était là aussi passionnant. Et puis, je suis porté candidat aux fonctions de premier président. Et le premier président, il est choisi, comme je le disais tout à l'heure, par le Conseil supérieur de la magistrature. Et avec une procédure qui est d'ailleurs intéressante, parce que quand on se présente, on vous demande de faire une note d'intention d'une dizaine de pages, je crois. Et puis après, il y a un entretien pendant 2 heures avec le Conseil. Et la note d'intention, c'est presque un programme. Alors, c'est un peu bizarre de dire un programme pour une juridiction. Mais en réalité, c'est comment on voit le rôle de la Cour de cassation et qu'est-ce qu'il faudrait changer. Donc, cette note d'intention, qui d'ailleurs a été mise sur le site ensuite du Conseil, c'est une note d'intention qui est rendue publique, elle vous oblige d'une certaine manière, parce qu'avant, elle n'était pas rendue publique, donc on pouvait faire n'importe quoi, puisqu'on était le seul à la connaître. Maintenant qu'elle est rendue publique, on est un petit peu obligé de suivre ce qu'on a mis dedans. Et je m'étais beaucoup inspiré aussi des travaux d'une commission, Cour de cassation 2030. Ceux qui passeront le concours, je vous invite à lire le rapport, il est assez intéressant. Je faisais partie de la commission Cour de cassation 2030. Nous avions réfléchi à ce que devrait être la Cour de cassation en 2030. Donc je m'inspire un peu de ce que nous avions choisi. Et alors, pour en venir à votre question, au fond, qu'est-ce qui m'a le plus frappé? Alors, quand vous dites ma première séance, je vais interpréter ça comme ma première audience, puisque je suis d'abord un juge. C'est-à-dire que mon activité à la Cour de cassation, c'est l'administrer, mais c'est aussi d'être juge. Et je préside beaucoup d'audiences. Je préside toutes les audiences d'assemblée plénière. Je préside les audiences de chambre mixte, c'est-à-dire qui réunissent 3 chambres quand il y a une divergence entre des chambres. Et je préside dans les chambres aussi. J'ai le droit d'aller à n'importe quel moment présider n'importe quelle audience. Donc je le fais. Et régulièrement, je vais présider toutes les chambres successivement. Les chambres civiles, la chambre criminelle. Une fois, je le fais une fois toutes les 6 semaines. Je ne fais pas ça tout le temps, je n'en ai pas le temps. Mais, et puis, ce n'est pas ma vocation. Mais je vais aussi présider. Et je crois que finalement, la première fois que j'ai présidé l'Assemblée plénière, je me suis dit, comment va-t-on réussir à délibérer aussi bien en Assemblée plénière qu'on le faisait à la Chambre criminelle? Et c'est plus difficile parce que là, le délibéré à la chambre criminelle, sauf les cas exceptionnels, c'était 10 personnes. 10 personnes, ça va. On arrive à être vraiment en connivence, en contact. Moi, je voyais même très bien, même physiquement, si vous voulez, un délibéré, vous êtes autour d'une table ovale, un peu comme celle-ci, mais bon, plus large. Le président, moi, je me mettais au bout, donc je voyais très très bien tous les collègues. Et quand ils délibèrent, on voit les réactions aussi, tout ce qu'ils expriment, même physiquement. Et on arrive à partir de ce qu'ils disent à essayer de dégager des lignes directrices, des synthèses, etc. C'est plus difficile à 19, pas seulement parce que c'est 19 au lieu de 10, mais parce qu'aussi c'est 19 qui ne sont pas habitués à délibérer ensemble, parce que l'Assemblée plénière ne se réunit pas tous les 4 matins. Et par ailleurs, sa composition varie un peu, puisque bon, là, il y a les présidents de chambre, donc ça ne varie pas. Les doyens, ça varie un peu plus. Et puis, il y a un conseiller par chambre. Donc, le conseiller par chambre, il change à chaque fois. Donc, on a une assemblée qui n'a pas toujours la même composition. Comment arriver à retrouver ce caractère très collectif du délibéré dans ces conditions? Et ça a été mon défi. Et je crois qu'on y est assez bien arrivé. Notre conférence tire maintenant sur sa fin et vous adressez à un amphithéâtre qui est essentiellement composé de juristes. Donc, quels conseils pourriez-vous donner à des futurs aspirants à la magistrature ou futurs étudiants qui visent une carrière en droit? Il y a cette question du choix, évidemment, qu'on doit faire, que j'ai eu à faire aussi, le choix. Est-ce qu'on choisit une carrière universitaire? Est-ce qu'on choisit le métier de juge? Est-ce qu'on choisit le métier d'avocat? Est-ce qu'on choisit le métier de juriste d'entreprise? Est-ce qu'on essaye d'aller dans une organisation internationale? C'est un choix qui est quand même très personnel. On n'a pas toujours les éléments pour faire ce choix. Quand on choisit d'être avocat, on choisit une profession libérale, évidemment, qui peut s'exercer dans des conditions très variables. Ce n'est pas du tout la même chose d'être avocat dans une très grosse structure de 300 avocats, avec une hiérarchie complexe, nombreuse, où vous êtes le N-4 de quelqu'un, où vous pouvez ne jamais plaider parce que vous êtes dans un gros cabinet qui fait beaucoup de conseils et ce n'est pas vous qui allez plaider. Donc vous êtes sur un travail parcellaire, mais vous pouvez aussi être avocat
qui choisit d'être un avocat généraliste, ou même s'il n'est pas généraliste, qui choisit d'être dans une toute petite structure, voire de monter pour lui-même sa structure. J'ai discuté l'autre jour avec un avocat pénaliste avec qui je faisais une intervention. Lui, il s'est installé à Paris, il fait du droit pénal des affaires, et il a développé son cabinet tout seul, ça marche très bien. Et j'étais assez admiratif, et je lui ai dit, mais vous aviez un peu des liens, des contacts, un réseau? Il me dit, pas du tout, mais j'ai monté ça. Et quand je l'ai entendu parler, quand je l'ai entendu répondre aux questions, je me suis dit que ça, j'aurais pu parier qu'il réussirait, parce qu'on sentait la compétence, on sentait le sérieux, on sentait c'était quelqu'un qui travaille ses dossiers. Et ça, c'est quelque chose qui, de toute façon, sera payant, quoi que vous fassiez. Alors, ça fait un peu conseil des parents à leurs enfants, mais c'est vraiment quelque chose qui paye toujours. Si vous êtes très bon, parce que vous travaillez sérieusement vos dossiers, quel que soit le métier que vous allez faire dans le droit, ça paiera. Si vous faites une thèse, évidemment, si vous faites une bonne thèse, c'est ça qui vous permettra de devenir professeur. Si vous êtes un avocat qui prend au sérieux tous les dossiers qu'il a, et moi qui ai vu quand même énormément d'avocats je ne parle pas des avocats à la Cour de cassation, c'est un monde à part, mais je parle des avocats devant les tribunaux. Il y en a qui sont sérieux, il y en a qui ne le sont pas. Moi, j'ai remarqué que quand même tous les avocats qui travaillent vraiment leur dossier, ça marche. Ça marche. Il y a beaucoup d'avocats. On sait qu'aujourd'hui, sur une promotion d'avocat, la moitié finalement n'est pas avocat, mais ceux qui veulent vraiment rester avocats et qui travaillent, ils y arrivent. Je crois qu'il faut vraiment se dire ça. De toute façon, vous y arriverez si vous travaillez beaucoup. C'est pareil si vous êtes magistrat. Le magistrat qui traite sérieusement, il finit, voilà, on finit par le repérer. Et puis de toute façon, magistrat, c'est une telle diversité de fonctions que vous arriverez toujours à trouver des choses qui vous intéressent. Moi, je vous ai parlé des fonctions que j'ai occupées, mais d'autres ont eu des parcours extrêmement différents. Certains ont été juges d'instruction pendant longtemps, c'est pas le même métier. D'autres juges des enfants se sont passionnés pour ça. Certains passent une bonne partie de leur temps, de leur carrière à la chancellerie, sont donc une fonction d'administrateur ou de légiste, parce qu'à la chancellerie, on rédige des textes, c'est encore autre chose. Il y a les détachements. Moi, quand j'étais à la Cour de justice ou dans mon institut, j'étais détaché, mais il y a des gens qui sont détachés ailleurs, des gens qui sont à un moment détachés dans les juridictions administratives ou au Conseil d'État, des gens qui sont détachés au Conseil constitutionnel. Il y a ce que nous appelons les magistrats de liaison, c'est-à-dire des magistrats français qui sont affectés dans un pays étranger où ils vont faciliter les échanges entre les juges français et les juges étrangers pour la mise en œuvre, par exemple, des mandats d'arrêt européens, tout ce qui est coopération en matière civile ou en matière pénale. C'est une fonction qui est elle-même passionnante et ça vous permet de vivre à l'étranger. Il y a des magistrats en détachement à la Cour de justice, comme je l'ai été, il y en a toujours, il y en a à la Cour européenne des droits de l'homme. Bon, le métier de magistrat offre énormément de possibilités, comme le métier d'avocat. Le métier d'enseignant, ici, d'autres sont mieux placés que moi pour en parler, mais sachez que de manière, ce que je peux dire moi aussi, c'est que vous pouvez aussi faire plusieurs choses à la fois. Moi, quand j'étais magistrat, je ne peux plus le faire maintenant, j'en ai plus le temps, mais pendant très très longtemps, j'étais aussi professeur associé. À l'université, j'ai enseigné à l'université de Nancy, à l'université de Strasbourg et à l'université de Metz. Et j'ai toujours trouvé passionnant d'être en même temps enseignant et magistrat. Quand vous en tirez profit, et j'espère que les étudiants en tirent profit quand vous enseignez, parce que vous avez une approche différente de celle des universitaires, qui est complémentaire, c'est pas seulement parce que vous donnez peut-être plus d'exemples tirés de la pratique, mais c'est aussi parce que vous hiérarchisez différemment les questions. Et donc je pense que pour les étudiants, c'est intéressant d'avoir le regard de l'enseignant et de l'universitaire pur, dont évidemment qui, en termes de réflexion, de connaissance, en sait souvent beaucoup plus que le magistrat, et du magistrat qui a une autre vision des choses. Et puis, je trouve que c'est aussi très profitable dans le métier de magistrat d'être enseignant, parce que vous êtes habitué à généraliser, à conceptualiser, et notamment quand vous êtes à la Cour de cassation, dans un délibéré, vous êtes capable de prendre de la hauteur par rapport au dossier, parce que c'est l'enseignement qui vous a permis cette prise de hauteur. Voilà, donc on peut aussi faire plusieurs choses en même temps, et des avocats qui enseignent, il y en a beaucoup. Donc il faut aussi, et je crois que c'est peut-être la dernière chose que je voudrais vous dire, dites-vous aussi que de toute façon, les choix que vous faites maintenant,
ce ne sont pas des choix définitifs. C'était déjà vrai dans ma génération, ça l'est encore plus dans la vôtre. Dans votre génération, on hésite beaucoup moins qu'avant à changer. Hein. Et je vois même les jeunes magistrats aujourd'hui, certains se disent « je suis magistrat maintenant, je ne serai pas forcément toute ma vie ». Alors que dans ma génération, quand on entrait dans la magistrature, c'était pour toute sa vie, il y avait pas, la question ne se posait pas. De même que quelqu'un qui entrait chez Peugeot et restait juste chez Peugeot. Bon, mais on n'est plus dans cet état d'esprit. Et ça, c'est très bien. Et dites-vous que vous allez peut-être, ça va peut-être être par tâtonnement. Vous n'allez pas trouver immédiatement ce qui vous convient. Vous allez d'abord commencer par être avocat, vous allez vous rendre compte finalement c'est pas ça, mais votre titre d'avocat va vous permettre dans une entreprise parce que le titre d'avocat est très prisé. Ou alors vous allez d'abord être dans une grosse structure et puis vous allez vous dire non, moi ce que je veux c'est créer mon cabinet, ou l'inverse. Et ces passerelles, tous ces passages, il faut en permanence les avoir à l'esprit. Et au fond, la vie professionnelle, c'est à chaque fois la rencontre d'une opportunité, celle qui se présente à un moment, on vous propose de candidater pour un poste, et puis le choix que vous faites de saisir ou pas l'opportunité. Et ça, c'est dans la vie en général, mais c'est dans la vie professionnelle en particulier. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président, pour cet échange enrichissant. Nous allons passer désormais aux questions du public. Donc, si vous avez des questions, je vous laisse lever la main et les membres de l'association vous feront passer les micros. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention, Monsieur le Premier Président. Moi, j'avais une question qui était par rapport au titre de cette conférence, qui était l'avenir de l'État de droit, notamment l'avenir de l'État de droit en France. Vous en avez parlé, notamment, il y a certains, on va dire, politiques qui ont tendance à remettre en cause un peu l'État de droit. Il y a eu notamment notre ministre de l'Intérieur actuel, Bruno Retailleau, qui a dit que, si je me souviens bien, que l'état de droit n'était pas vraiment sacré ni intangible. Et moi, je me demande, vous, en tant que premier président de la Cour de cassation, mais même ça touche à d'autres juridictions, notamment le Conseil constitutionnel, comment voyez-vous cette évolution politique? Est-ce que vous pensez qu'elle menace vraiment, qu'il y a vraiment une réelle menace actuellement pour l'état de droit en France? Comment, pour vous, est-ce que la justice française doit réagir? Peut-elle lutter contre ça? Doit-elle lutter contre ça? Et comment peut-elle lutter contre cette nouvelle tendance à remettre en cause les fondamentaux de l'état de droit? Merci. Elle lutte c'est pas sous forme d'une lutte, c'est-à-dire que les magistrats doivent continuer à faire leur travail, celui qui est prescrit par les textes. Il faut jamais oublier que c'est les textes qui imposent aux juges de juger, et que c'est les textes qui imposent aux juges d'écarter une loi qui ne serait pas contraire à des principes qui ont une valeur supérieure. Et le juge, il doit répondre en continuant à faire son travail, mais aussi pas forcément en répondant à chaque fois qu'il y a comme ça une déclaration publique. Et de toute façon, ce n'est pas au juge individuellement de le faire, ça peut être éventuellement au Conseil supérieur de la magistrature, voire à moi en tant que premier président de la Cour de cassation, ça peut arriver, je peux le faire à l'occasion d'un article ou à l'occasion d'une interview. Mais il faut à la fois donc ne pas répondre explicitement sauf cas exceptionnel, continuer à juger comme on pense qu'il faut juger. Et en même temps, c'est une exigence, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut aussi en permanence essayer de mieux faire comprendre comment nous jugeons. C'est pour cela que la Cour de cassation a développé toute sa politique de communication et que les juges du fond le font aussi. Nous considérons qu'il nous incombe de convaincre aussi de l'importance de ce système et de la qualité de ce système dans lequel le juge juge en toute indépendance, de manière contradictoire, de manière fondée, après avoir réfléchi, après avoir acquis les compétences, etc., de la validité de ce système.
Et d'où notre politique de communication à la Cour de cassation. À la Cour de cassation, nous avons depuis quelques années beaucoup développé la communication sous plusieurs aspects. D'abord, montrer ce que nous jugeons, et c'est-à-dire faire apparaître de manière claire nos arrêts les plus importants, soit par des communiqués de presse, soit par ce que nous appelons les lettres des chambres, c'est-à-dire que chaque chambre de la Cour de cassation a sa lettre électronique qui est diffusée à tous ceux qui le veulent, c'est gratuit, ça arrive sur votre boîte aux lettres, mail, et dans cette lettre, on explique de façon simple les choses que nous avons jugées avec une lecture à plusieurs vitesses. C'est vrai que vous avez d'abord une première page sur laquelle vous avez des titres. Si vous avez un sujet qui vous intéresse, vous cliquez dessus, et ça vous donne accès à un commentaire bref. Et si le commentaire vous intéresse, vous cliquez dessus et vous avez accès à l'arrêt, éventuellement à l'avis de l'avocat général, au rapport du conseiller rapporteur, pour faire comprendre notre jurisprudence. Et c'est aussi une manière de faire comprendre que tout ça, ça intéresse les citoyens au quotidien. C'est la vie des gens, le pénal, mais aussi le civil. On a discuté juste avant cette séance, nous avons rendu des décisions à la Cour de cassation sur l'escroquerie bancaire, la décision dont je parlais tout à l'heure sur la responsabilité des parents. Nous avons des décisions en droit du travail. On a rendu, il n'y a pas très longtemps, une décision importante sur la possibilité pour un salarié d'utiliser contre son employeur ou inversement une preuve qu'il a obtenue de manière déloyale. Ça, c'est vraiment la vie des gens. C'est la vie des gens au travail, c'est la vie des gens en tant que parents, c'est la vie des gens en tant que locataires, c'est la vie... Bon. Tout ça, c'est le juge qui le traite, et il faut montrer que c'est absolument indispensable que le juge puisse traiter ça en toute indépendance et suivant cette procédure qui lui est particulière, mais qui est très, très riche. Et c'est justement pour montrer cette procédure que nous communiquons non seulement sur les décisions que nous rendons, mais aussi sur nos process. C'est pour ça que nous filmons nos audiences les plus importantes, que nous les diffusons sur YouTube, et pour montrer qu'une décision, ça se prend après que le rapporteur a fait un rapport de l'affaire. Et je précise toujours que ce rapport, ça n'est qu'une petite partie de son travail, en général considérable, qu'il a fait par écrit et qui est accessible à toutes les parties et qui sera accessible à tout le monde une fois l'arrêt rendu. Et puis, on entend les parties, on entend les avocats des parties, on entend l'avocat général pour montrer que ce processus. Et puis, nous avons aussi des petites vidéos pour montrer quels sont les différents métiers à la Cour de cassation. Nous passons du temps, je communique beaucoup avec les journalistes aussi, j'ai régulièrement des petits déjeuners avec un certain nombre de journalistes spécialisés pour leur expliquer comment nous fonctionnons, pour qu'ils acquièrent cette culture du droit. Et au fond, c'est cette culture du droit que certains hommes politiques n'ont peut-être pas toujours et qu'il faut absolument défendre. Donc c'est comme ça qu'on le défend. Et je dois dire que cette politique de communication rencontre un grand succès parce que nos audiences... On a beaucoup de connexions à nos audiences, on a beaucoup de lectures de nos communiqués de presse, beaucoup de lectures de nos lettres. Nous avons même une lettre internationale parce que, comme je disais, nous sommes en communication avec nos homologues internationaux, et notre lettre internationale, qui existe depuis un peu plus d'1 an, est beaucoup lue à l'étranger. C'est aussi une façon de faire connaître le droit français, parce que le droit, c'est aussi un vecteur d'influence de la France dans le monde. Et je fais attention à ce que, donc dans notre lettre internationale, non seulement nous exposons notre jurisprudence, mais nous expliquons aussi des concepts du droit français pour les faire connaître. Tout ça, c'est une façon de rendre la justice plus démocratique. Bonjour, Monsieur Soulard, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'honneur que vous nous faites de venir intervenir devant nous, étudiants. C'est une grande chance. Et je voudrais ensuite peut-être initier une transition du débat de l'état de droit et de la démocratie jusqu'à la démocratie représentative. Je voudrais évoquer une décision que votre juridiction a rendue le 19 avril 2023, plus précisément une décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui se penche
sur l'article 471 du Code de procédure pénale. Cet article, dans son alinéa 4, dispose d'une liste de peines auxquelles est compatible la mise en place d'une exécution provisoire. Dans sa décision du 19 avril 2023, la Chambre criminelle étend cette liste à l'article 131-26 du Code pénal, qui dispose lui aussi d'une liste de peines parmi lesquelles figure l'inéligibilité, donc c'est-à-dire l'interdiction de se présenter à une élection et l'interdiction d'exercer des fonctions électives. Donc, par cet arrêt, je résume, l'article 471 du Code pénal est applicable à l'article 131-26. Une décision de première instance peut condamner un élu à l'inéligibilité avec l'exécution provisoire. Et cette décision avait déjà été rendue par des juridictions judiciaires inférieures. Elle a été réitérée. Je pense notamment à la condamnation de M. Philippe Cochet, qui était député du Rhône et également maire de Caluire-et-Cuire le 11 décembre 2024. Je voudrais aussi penser à Madame Le Pen, qui est actuellement jugée par le tribunal judiciaire de Paris. Est-ce que M. Soulard, en tant que président du CSM et premier président de la Cour de cassation, est-ce que vous pensez que cette extension, qui n'est, à mon sens, et corrigez-moi si je me trompe, pas prévue par le législateur, est-ce que cette extension traduit un rôle du juge judiciaire qui serait celui de réguler la démocratie représentative en prenant en compte un devoir supérieur d'exemplarité des élus? Je vous remercie beaucoup, monsieur. Alors, c'est juste pour préciser, donc c'est une décision de la chambre criminelle. Donc, la Cour de cassation comprend 6 chambres, 5 chambres civiles, une chambre criminelle qui en fait couvre tout le droit pénal. Donc, c'est une décision qui est prise, suivant la forme que j'ai indiquée tout à l'heure, par une chambre. Ce n'est pas une décision d'assemblée plénière. Quand la chambre criminelle considère qu'il faut appliquer un texte dans une situation dont on pourrait penser qu'elle n'est pas couverte par ce texte, elle ne le fait jamais dans l'idée qu'il faut moraliser. Elle regarde si, dans les termes du texte, et encore une fois, les travaux parlementaires permettent de considérer que ça va s'appliquer en l'espèce. Donc la peine de l'exécution provisoire d'une inéligibilité va s'appliquer à l'exécution provisoire va s'appliquer à l'inéligibilité. Alors après, c'est quelque chose qui peut se discuter, mais le raisonnement de la Cour, il est toujours juridique. C'est-à-dire que c'est toujours en examinant les textes, en regardant la cohérence des uns par rapport aux autres, qu'elle va se décider. Ce n'est pas pour moraliser. Elle ne se considère pas là, elle considère que son rôle n'est pas de moraliser. Le premier qui veut moraliser la vie politique, c'est le législateur. Le législateur pose des tas de règles extrêmement strictes, en matière notamment de conflit d'intérêts, que la chambre criminelle applique, et dont les intéressés se plaignent ensuite, parce qu'ils se rendent compte qu'évidemment, ça peut leur retomber dessus. Mais au départ, c'est quand même le législateur qui le prévoit. Dans le cas d'espèce que vous citez, le législateur a prévu lui-même, en 2016, l'exécution provisoire de certaines peines d'éligibilité. Donc, ce n'est pas la Cour de cassation qui l'a inventé. D'ailleurs, dans l'affaire que vous citez, une des questions qui va se poser, c'est de savoir s'il y a des faits qui sont postérieurs à 2016 ou pas, parce que si c'est antérieur à 2016, l'exécution provisoire n'est pas automatique. Mais c'est quand même le législateur qui a prévu l'exécution provisoire automatique de certaines peines. Donc on ne peut pas dire que ça se fasse, l'exécution provisoire de l'inéligibilité assortissant certaines peines. Donc on ne peut pas dire que ce soit le juge qui l'ait décidé, c'est le législateur qui l'a décidé. Et il a dit que dans certains cas, avec une motivation particulière, on peut soustraire l'inéligibilité à l'exécution provisoire. C'est donc la règle normale, c'est l'exécution provisoire. Après, sur les conséquences que ça peut entraîner, ça, c'est autre chose. Mais il ne faut quand même pas oublier que c'est le législateur qui l'a prévu, ce n'est pas le juge. Alors après, la question de l'opportunité de savoir si dans un cas particulier, il faudra avoir une motivation spéciale pour soustraire l'inéligibilité à l'exécution provisoire, ça c'est une question d'appréciation des juges qu'on peut contester, évidemment, que chacun a le droit de contester.
Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur le Premier Président. Je vous remercie déjà d'être venu aujourd'hui et pour votre développement et vos propos. J'aimerais revenir juste sur quand vous avez parlé des questions d'indépendance des magistrats, à la fois vis-à-vis du monde politique et vis-à-vis des influences extérieures, des citoyens, etc. Et j'aimerais vous poser une question par rapport à l'indépendance des magistrats vis-à-vis, entre guillemets, des magistrats eux-mêmes, par rapport à ce qui concerne l'expression publique des magistrats. Je pense en particulier aussi aux syndicats au sein de la magistrature. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Quelle est votre position à ce sujet-là? Et plus largement sur l'expression publique des magistrats. Je parle au-delà simplement de l'enseignement ou autre, mais d'un point de vue plus politique. Merci. Alors ça, c'est vraiment une question que le CSM a traitée dans l'avis dont je parlais tout à l'heure. Le CSM a eu une approche relativement juridique, c'est-à-dire qu'il s'est fondé sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, sur la jurisprudence du Conseil d'État, sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel et sur les décisions disciplinaires du CSM. Et il a constaté qu'il y avait une convergence en réalité entre toutes ces jurisprudences pour dire que le principe de la liberté d'expression, enfin que la liberté d'expression, y compris pour le magistrat, c'est le principe, avec les réserves, avec les réserves que j'ai énoncées tout à l'heure. Alors, c'est certain qu'il est arrivé que des magistrats s'expriment de façon inappropriée. Mais vous trouverez dans la jurisprudence disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature des décisions qui sanctionnent ces magistrats. J'en profite pour dire d'ailleurs que toutes ces décisions sont en ligne. Vous avez sur le site du CSM toutes les décisions disciplinaires anonymisées, mais ça vous permet de voir dans quel cas on a jugé que c'était excessif. Le Conseil a aussi abordé la question des cas dans lesquels non seulement la liberté d'expression des magistrats est possible, mais même elle est souhaitable, en se fondant là aussi sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Dans une affaire qui concernait un magistrat qui s'était exprimé sur la justice à Monaco. Il faut savoir que la justice à Monaco, les juges de Monaco sont pour la plupart des magistrats français détachés à Monaco. Il avait été détaché à Monaco pendant plusieurs années et il a, dans deux émissions de télévision et dans un livre, il s'est exprimé dans des termes peu flatteurs, je dirais, pour la justice monégasque. Et il a été poursuivi disciplinairement pour cette raison devant le Conseil supérieur de la magistrature, qui a eu l'occasion justement vraiment d'arriver à faire le départ entre ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Et donc le Conseil a vraiment examiné attentivement ce qu'il avait dit, à la fois dans les émissions de télévision et par écrit. Et a utilisé là aussi la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en disant partons quand même de l'idée qu'il est de l'intérêt général qu'un débat public puisse avoir lieu sur la justice à Monaco. Ça intéresse tout le monde, ça intéresse évidemment les Monégasques, ça intéresse aussi quand même la justice française, puisque c'est globalement elle qui assure le fonctionnement des juridictions monégasques. Donc, non seulement il n'est pas interdit à un magistrat de donner une opinion sur le fonctionnement de la justice à Monaco, mais c'est même quelque chose, il peut même donner des choses que seul lui peut donner, parce qu'il l'a vécu de l'intérieur. À partir du moment où, bien sûr, il ne va pas mettre en cause nommément des personnes, où il ne va pas être injurieux. Mais donc on a analysé tous ces propos, on a constaté qu'il s'était exprimé à chaque fois dans des façons mesurées, sur un sujet qui est de l'ordre de l'intérêt général. Et donc le Conseil ne l'a pas sanctionné, ce magistrat. Mais cette décision, elle est intéressante parce que vraiment, on voit le partage, qui est un partage vraiment savant, et encore une fois, fait non pas par des magistrats seuls, puisque dans cette formation de jugement, en quelque sorte, vous aviez à part égale des non-magistrats. Et au fond, il y a eu j'ai présidé cette audience, donc sans trahir le secret du délibéré, je peux vous dire qu'il y a eu un accord général là-dessus. C'était pas... Voilà. Donc, vous pouvez avoir des excès. Ces excès, ils donnent lieu à des sanctions quand ils sont poursuivis. Mais il ne faut pas oublier que le CSM ne peut pas s'autosaisir. Donc, il faut encore que le ministre poursuive. Si le ministre ne poursuit pas, on ne peut pas reprocher ensuite au CSM de ne pas avoir sanctionné. Après, il ne faut pas oublier quand même qu'être juge,
et là, je viens sur votre problème plus général de l'activité syndicale. Les syndicats, aujourd'hui, c'est admis qu'il puisse y avoir des syndicats de magistrats. Bon, c'est admis, la Cour européenne des droits de l'homme exige que ce soit admis. Alors, on pourrait dire quelqu'un qui appartient à un syndicat, il est un peu de parti pris dans certaines affaires. Mais être juge, c'est justement apprendre à se départir en permanence de ses préjugés. Et ce qu'on dit pour quelqu'un qui appartient à un syndicat, on pourrait le dire aussi pour quelqu'un qui est père de famille et qui va juger un divorce et la garde des enfants. On peut le dire pour quelqu'un qui est propriétaire, qui donne son appartement à location qui n'est pas payé lorsqu'il aura à juger une affaire entre un propriétaire et un locataire. On peut le dire de quelqu'un qui a subi une erreur médicale et qui va avoir jugé une erreur médicale. Le juge en permanence est dans des affaires qui le renvoient à sa propre expérience, à des idées qu'il a. Et c'est l'apprentissage du métier de juge. Et c'est pour ça que ce n'est pas un métier qui... être juge, ce n'est pas seulement être un bon juriste, c'est apprendre aussi à ça, à se départir de ça et à prendre de la distance par rapport à ses propres affects. Et c'est quelque chose qui est facilité par le délibéré dont je parlais tout à l'heure. Alors, à la Cour de cassation, nous sommes privilégiés parce que nous avons des vrais délibérés. À 10, donc c'est des... Voilà, et puis on n'est pas directement confronté aux faits puisqu'on est confronté au droit. Mais même dans une juridiction, même dans une cour d'appel, le délibéré à 3, c'est une façon aussi de confronter ses préjugés aux autres. Même si malheureusement, faute de moyens, au niveau de la première instance, le délibéré n'est pas toujours une collégialité. Bon. Mais normalement, c'est à ça que sert aussi la collégialité. Et le magistrat qui est dans un syndicat, il sait aussi qu'il doit faire très attention à ce que ses positions dans une affaire ne soient pas guidées par son activité syndicale. Et je suis à peu près convaincu qu'en général, ça marche. Bonjour Monsieur le Président, je vous remercie pour cette conférence. J'avais une question concernant l'émergence de l'intelligence artificielle dans différents domaines et notamment dans le domaine du droit. Et je voulais savoir quel était votre avis sur cette évolution importante, notamment pensez-vous que l'intelligence artificielle pourrait être un outil pour renforcer l'efficacité du juge tel qu'un gain de temps sans que l'intelligence artificielle ne se substitue au juge, mais je voulais savoir quel était votre point de vue sur l'émergence de ces nouvelles technologies et leur potentielle articulation avec le droit. Merci. Merci, vous avez raison, c'est un sujet très important. C'est un sujet qui va de toute façon s'imposer à nous. On n'aura pas à décider si on doit employer ou pas l'intelligence artificielle. De toute façon, ça va s'imposer. Les avocats vont l'utiliser, tout le monde va l'utiliser et le juge va l'utiliser aussi. Et il est évident que même si je décidais, par exemple, qu'à la Cour de cassation, on ne va pas l'utiliser, je ne pourrais pas empêcher des conseillers de l'utiliser pour faire leur rapport, pour préparer leurs affaires, leurs jugements, etc. Donc c'est quelque chose qui, de toute façon, va arriver inévitablement. Il faut considérer qu'il peut y avoir des dangers. Il faut considérer que ça présente aussi énormément d'avantages et de potentialités. Donc, il faut essayer d'utiliser toutes ces potentialités en essayant de circonscrire les... Une fois qu'on a dit ça, évidemment, on n'a pas dit grand-chose. Je crois que c'est quelque chose... Nous allons apprendre à nous en servir au fur et à mesure. Parce que ce que je pourrais vous dire maintenant, déjà, dans 6 mois, ne sera plus valable. J'ai demandé à la Cour de cassation, précisément à la présidente, la directrice du service de documentation des études et du rapport, qui est une présidente de chambre, d'animer un groupe de réflexion là-dessus pour savoir quels usages on pouvait en faire à la Cour de cassation précisément. Et vous soulevez un problème en même temps déontologique. Hein. Vous avez tout de suite dit, il faut pas non plus que ça peut aider, mais il ne faut pas non plus que ça se situe au juge. Vous avez évidemment raison. Et donc, j'ai demandé à ce groupe de réflexion de réfléchir à la fois aux avantages qu'on pourrait en tirer, notamment en termes de gains de temps qui peuvent être extraordinaires, mais pas seulement, je vais revenir dessus après,
et l'encadrement déontologique. Et ce que je pense, c'est que la déontologie sur l'intelligence artificielle ne peut se penser qu'à partir d'exemples concrets, qu'à partir du moment où on réfléchit à une utilisation concrète. C'est très difficile de dire en termes déontologiques les limites de l'intelligence artificielle, de manière générale. On est forcément dans des grandes généralités. Donc il faut le dire à partir de cas concrets. Par exemple, supposons qu'on s'en serve à la Cour de cassation pour rédiger les rapports. Le conseiller rapporteur rédige un rapport du dossier, etc. Est-ce que la déontologie impose qu'il dise qu'il s'est servi de l'intelligence artificielle? Est-ce que la déontologie suppose qu'ils disent non seulement qu'il s'en est servi, mais à quel logiciel il a utilisé, jusqu'où il l'a utilisé, est-ce qu'il l'a relu après, etc. Quelle vérification complémentaire il a faite? Ce sont des questions de déontologie qui se poseront et qui seront différentes dans une autre utilisation. Donc je crois que les deux sont fortement liés. Mais à la Cour de cassation, nous l'utilisons déjà, l'intelligence artificielle. Par exemple, nous l'utilisons pour toute l'anonymisation des décisions. La Cour de cassation est en charge de ce qu'on appelle l'open data, c'est-à-dire la mise en ligne, la diffusion à tout le monde de toutes les décisions de justice, pas seulement celles de la Cour de cassation, ce qui est déjà le cas depuis plusieurs années, mais de toutes les juridictions du fond. Pour l'instant, on est en matière civile. À terme, ce sera aussi en matière pénale. À la fois les tribunaux, les cours d'appel, mais aussi les tribunaux de commerce, les conseils de prud'homme, etc. Et la Cour de cassation est en charge de cette mise en œuvre, et ce qui lui impose notamment d'anonymiser toutes ces décisions avant qu'elles soient mises en ligne. Et tout ça, nous le faisons de façon automatique, heureusement, parce qu'à terme, c'est 2 millions de décisions par an, donc c'est un peu difficile de le faire à la main. Donc on a développé tout un système auto-apprenant, bien sûr, qui permet de faire ça. Qui d'ailleurs sert de modèle, on nous le demande comme modèle dans d'autres pays. Et puis, nous l'utilisons aussi pour orienter les affaires quand elles arrivent à la Cour de cassation entre les chambres civiles. Je dis les chambres civiles parce que pour la chambre criminelle, le critère est simple. Si ça vient d'une juridiction pénale, ça va à la chambre criminelle. Donc, c'est simple. Mais pour les chambres civiles, il y a 5 chambres civiles. Il faut savoir si l'affaire est essentiellement une affaire de procédure. Dans ce cas, c'est la 2e chambre. Est-ce que c'est une affaire de presse? Dans ce cas-là, c'est la 1re chambre, même s'il y a une question de procédure. Donc voilà, c'est une orientation qui n'est pas très simple. Et déjà, avec l'intelligence artificielle, nous arrivons à faire cette orientation avec un taux d'erreur très faible. Et le taux d'erreur, là, on peut vraiment le connaître, puisque la chambre qui reçoit une affaire, elle voit elle-même si c'est bien de sa compétence. Donc, si ce n'est pas de sa compétence, elle la renvoie à une autre chambre. Donc, on sait très bien dans quel cas il y a eu une erreur de la part de l'intelligence artificielle. Et pour l'instant, on réfléchit, parce qu'il y a au sein à la Cour de cassation un laboratoire d'essai avec des ingénieurs, informaticiens, et on réfléchit à un système qui permettrait de détecter les divergences de jurisprudence entre les chambres. Ça aussi, c'est compliqué, mais c'est une chose que nous réussirons à faire. Et je disais, l'intelligence artificielle, ce n'est pas seulement une manière de gagner du temps, ça peut être aussi une manière d'assurer une meilleure sécurité juridique. Si vous associez l'intelligence artificielle et l'open data, vous pourrez détecter des divergences de jurisprudence, ce que j'appelle de la jurisprudence de fait, c'est-à-dire que tout en interprétant de la même façon une règle de droit, des juridictions, y compris au sein d'une même cour d'appel, pourront donner des réponses très différentes en fait. Par exemple, dans le montant de dommages d'intérêt en cas d'accident ou de prestations compensatoires en cas de divorce. Et cette jurisprudence, ces divergences de jurisprudence de fait, elles sont dommageables parce que les gens ne comprennent pas pourquoi eux, ils ont obtenu tant alors qu'une autre personne qu'ils connaissent qui était exactement dans une situation, dans un autre tribunal, a obtenu une somme tout à fait différente. Et pour eux, c'est aussi important qu'une divergence de droit. Et l'intelligence artificielle avec l'open data va permettre probablement, et j'espère, de réduire ces divergences. Et je vois que les présidents de cour d'appel, les premiers présidents de cour d'appel, sont très intéressés aussi à ça. Donc là, c'est pour ça que nous avons, mais je ne peux pas parler de tout bien sûr, mais nous avons créé un observatoire des litiges judiciaires qui travaille là-dessus, qui permet des échanges d'informations horizontaux entre les juridictions du fond, notamment.
Bonjour Monsieur le Président. Tout d'abord, je tenais à vous remercier d'être venu pour échanger avec nous. Ma question, elle porte plutôt sur le filtre opéré par la Cour de cassation en termes de QPC et notamment sur le caractère sérieux que vous devez en fait évaluer et en fait sur la pertinence et sur le rôle que ça vous donne, vous, en tant que Cour de cassation, et est-ce que ça revient pas finalement à faire un pré-contrôle et en termes de... je trouve que c'est quand même important par rapport à l'état de droit, etc. Et pour voir est-ce que vous dessaisissez pas, en fait, dessaisissez pas, pardon, le Conseil constitutionnel d'une partie de son rôle en évaluant d'abord le caractère sérieux d'une question prioritaire de constitutionnalité. Merci. Vous avez tout à fait raison, hein. En faisant cela, nous faisons un premier contrôle de constitutionnalité. Et vous avez, je suis bien placé pour le savoir parce que la Chambre criminelle reçoit 60% des QPC. Donc, comme je l'ai présidé pendant 5 ans et que j'y ai siégé pendant beaucoup plus longtemps, j'en ai vu beaucoup des QPC. Et à l'occasion de l'examen d'une QPC, effectivement, on commence par faire un premier examen de constitutionnalité. Donc, on regarde la jurisprudence du Conseil constitutionnel pour savoir si la question est sérieuse. D'abord, pour savoir si elle n'a pas déjà été tranchée par le Conseil constitutionnel, pour savoir si, à quoi, et si elle ne l'a pas été, si elle est sérieuse. Donc, on fait effectivement ce premier contrôle. Alors, est-ce qu'on dessaisit le Conseil? On peut le dire comme ça, mais ça, c'est le Constituant qui l'a voulu. C'est-à-dire que le Constituant a dit qu'on ne transmet au Conseil constitutionnel que les questions sérieuses, en gros, ou non dépourvues de sérieux, ce qui est un petit peu différent d'ailleurs. Donc ce rôle, il a été attribué à la Cour de cassation par le Conseil constitutionnel ou au Conseil d'État, bien sûr, quand il s'agit des juridictions administratives. Mais là où nous essayons d'éviter cet écueil, enfin cet inconvénient que vous évoquez, c'est qu'en cas de doute, nous transmettons toujours. C'est-à-dire que c'est vraiment s'il apparaît manifestement dépourvu de sérieux que nous ne la transmettons pas. Donc on laisse au Conseil la possibilité, on laisse au Conseil son pouvoir. Et je vous dirais qu'il y a eu beaucoup d'affaires dans lesquelles nous étions certains que le Conseil dirait que ça n'était pas inconstitutionnel. Et néanmoins, nous avons transmis la question parce que nous nous sommes dit, ce n'est pas à nous de le dire. C'est au Conseil constitutionnel de le dire. Et donc, la Cour de cassation est vraiment très consciente de son rôle. Ça n'a pas toujours été le cas. Dans les premières années de mise en place de la QPC, c'était d'ailleurs un autre système. Ce n'était pas chaque chambre, c'était une formation spéciale qui filtrait probablement beaucoup trop. D'ailleurs, ça a beaucoup agacé le Conseil constitutionnel de l'époque. Mais maintenant, non. Maintenant, on envoie beaucoup de QPC. Je dirais que le rôle constitutionnel de la Cour de cassation va d'ailleurs au-delà. D'abord parce qu'il ne faut pas oublier que, ça c'est pour les lois, mais quand il s'agit des décrets, la Cour de cassation peut elle-même écarter un décret comme non constitutionnel. Elle ne peut pas transmettre, d'ailleurs il n'a pas le droit de transmettre, elle n'a pas le droit de transmettre le décret au Conseil constitutionnel puisqu'il ne s'agit pas d'une loi. Et s'il s'agit d'un décret, le Conseil constitutionnel dira que c'est irrecevable. Mais donc il y a les décrets. Et puis il y a au-delà de cela toute une jurisprudence des chambres qui tient compte des exigences constitutionnelles dans l'interprétation qu'elle fait des lois. Ça, c'est quelque chose de très important. Quand vous avez à interpréter une loi, j'ai donné des critères d'interprétation, hein, notamment la volonté du législateur, ça peut être aussi la cohérence des textes, etc. Mais il y a aussi la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Si une interprétation conduit à considérer que ça pourrait poser un problème de constitutionnalité, on ne va pas la retenir, sauf si le texte, manifestement, ne peut pas être interprété autrement. Mais il y a quand même cette idée d'interpréter les lois conformément aux exigences constitutionnelles. Et d'ailleurs, le Conseil constitutionnel lui-même invite la Cour de cassation à le faire, puisqu'il y a des affaires dans lesquelles il a dit, par exemple, quand, je ne sais pas, on lui avait soumis une loi qui ne prévoyait pas de délai pour de juger une affaire dans certains cas précis, il a dit ça n'est pas inconstitutionnel dès lors qu'il appartient à la Cour de cassation de faire respecter un délai raisonnable. Ce qui revient à dire que c'est la Cour de cassation qui fait le contrôle de constitutionnalité. On a eu il n'y a pas très longtemps un colloque, parce qu'on a des échanges aussi réguliers avec le Conseil constitutionnel, comme évidemment avec le Conseil d'État. On a eu une séance de travail il n'y a pas très longtemps
Et le président de la Chambre sociale a fait une étude, un exposé très intéressant en montrant le nombre d'affaires considérables dans lesquelles la Chambre sociale avait fait du contrôle de constitutionnalité en dehors d'une QPC. Donc le droit constitutionnel, c'est devenu aussi le droit commun des juridictions et aussi d'ailleurs des juridictions du fond, parce qu'un certain nombre de QPC sont d'abord transmises par une juridiction du fond. Ça passe par le filtre de la Cour de cassation, mais beaucoup sont envoyés par une juridiction du fond. Eh bien, chers étudiants, cher public, il est maintenant temps de clore cette conférence. J'aimerais vous remercier, Monsieur le Premier Président, puisque vous accueillir fut un immense honneur pour nous. Et j'aimerais en fait, tout simplement vous remercier, parce que vous êtes quand même venu à notre rencontre de Paris, où vous faites l'aller-retour dans la journée, et ça, c'est quand même pas rien. C'est également pour nous une première d'accueillir une personne à un poste aussi haut, finalement, dans la fonction judiciaire. Et je pense pouvoir parler au nom de tous ici quand je dis que votre présence ici est une grande source d'inspiration qui peut notamment susciter des passions comme des orientations. Mais j'aimerais également aussi remercier toutes les personnes qui ont permis que cette journée fût une réussite, donc tous les membres de l'association Polygone, mais également la faculté, monsieur le doyen, mais aussi les services logistiques et sécurité de la faculté qui nous aident tout le long de l'année à nos événements. Donc merci à tous, et puis vous aussi, cher public, sans qui nos événements ne réussiraient pas non plus. Moi, je vais également vous inviter à rester assis et d'attendre que les membres de l'association viennent vous dire où vous diriger par la suite. Merci à tous. Juste dire que je trouve que formidable ce que fait votre association. C'est extraordinaire, vous faites vivre le droit. Je suis impressionné par l'intensité de votre activité, par le nombre d'adhérents aussi. Vous suscitez beaucoup d'intérêt. Et vraiment, encore une fois, bravo. Je vous l'ai dit tout au début, en aparté, avant qu'on commence, je le redis publiquement. Je trouve que cette association est formidable.